Bienvenue dans le dossier, où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour découvrir Miss Marple et la lettre qui ne lui était pas destinée, une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. La lettre arrivée hier. La tempête s'abattit sur le Val de Sainte-Edwige, avec la fureur déterminée d'une force longtemps contenue. La pluie fouettait les fenêtres et le vent hurlait dans les cheminées du manoir de Greystone, comme s'il pleurait quelque chose qui n'était pas encore perdu, mais qui le serait bientôt. À l'intérieur, l'horloge du hall sonna 8 heures, avec un tintement lent et pesant. Oui, à demain matin, un villageois serait mort. Miss Jane Marple était assise dans le salon de son modeste cottage de Saint. Mary Mead, un châle à moitié tricoté sur les genoux, bien qu'elle n'y ait pas touché depuis 23 minutes. Son regard, pâle mais perçant comme des aiguilles, restait fixé sur l'enveloppe qu'elle venait de prendre sur la console de l'entrée. Elle ne portait pas d'adresse de retour, seulement son nom écrit d'une écriture tremblante et penchée qu'elle ne parvenait pas à retrouver. Le cachet de la poste indiquait hier. Pourtant, le papier à l'intérieur était daté de 3 jours auparavant. Cela seul n'aurait peut-être pas signifié grand-chose, jusqu'à ce qu'elle lise le message. « Mademoiselle Marple, quelque chose de terrible se prépare. Cela concerne la fille Parnell. Vous devez venir. Personne ici n'est digne de confiance, pas même les plus proches. Manoir Greystone, dépêchez-vous, avant que cela ne se reproduise. Pas de signature, juste ça. » Miss Marple le lut 3 fois et, à chaque fois, ses sourcils se froncèrent légèrement. Ce n'était pas seulement le ton menaçant, c'était la formulation. Avant que cela ne se reproduise. Elle n'avait rien entendu dire de ce qui s'était passé la première fois. Mais visiblement, quelqu'un pensait qu'elle comprendrait, ou qu'elle devait comprendre. À 9h30, elle était emmitouflée dans son manteau de tweed marron et avançait à grands pas dans le chemin boueux du village, son parapluie à la main, le vent claquant, sur les ourlets de sa jupe comme un chien sauvage. Le chemin menant au manoir Greystone était bordé de clôtures pourries et d'ifs tordus dont les branches griffaient le ciel. À son arrivée, elle trouva le domaine tout entier plongé dans l'obscurité, à l'exception de la lueur ambrée d'une lampe solitaire à la fenêtre du bureau. Elle sonna. Après un délai inconfortablement long, la porte s'entr'ouvrit et révéla le visage sévère et grêlé de Madame Ellison, la gouvernante. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix sèche et rauque, nous n'attendions pas de visite. »« Non, répondit doucement Miss Marple. Je suppose que non, mais on m'a envoyé chercher. » La femme plissa légèrement les yeux avant d'ouvrir la porte suffisamment grand pour la laisser entrer. « Très bien, vous feriez mieux de parler à Monsieur Giles dans le bureau. » Le hall sentait le bois humide et le vernis à la lavande. Des portraits encadrés d'ancêtres, à l'air sombre, brillaient sur les murs tandis que Miss Marple passait sous eux. Le silence du manoir était troublant, trop total, trop prudent. Comme si la maison elle-même écoutait. Giles Ashcombe, le seigneur du manoir, était un homme d'une 60aine d'années, à la mâchoire carrée et au détachement raffiné des riches. Il leva les yeux d'un volume relié de cuir à l'entrée de Miss Marple. Son expression exprimait la surprise, une véritable surprise. « Mademoiselle Marple, qu'est-ce qui vous amène à Greystone par une nuit pareille ?»« J'ai reçu une lettre, répondit-elle en sortant l'enveloppe de son sac à main et en la lui tendant. Elle suggère que je pourrais être utile. Il le lut. Sa bouche se crispa. Étrange. Personne ici ne m'a envoyé ça, je vous assure. La fille Parnell, vous voulez dire Liliane, c'est ma nièce. De passage de Londres pour la saison. Alors je suppose que c'est elle qui est peut-être en danger. Où est-elle maintenant? Elle est au piano dans le salon Est, mais je ne vois pas comment. Un cri perçant résonna dans la maison, l'interrompant net. Miss Marple se retourna aussitôt et, malgré son âge, se précipita dans le couloir. Plusieurs portes s'ouvrirent d'un coup. Madame Ellison sortit de la cuisine, une grande femme de chambre anxieuse du couloir, et une jeune femme en soie, Liliane Parnell, sortit en titubant du salon, les mains tremblantes, le regard hagard. « Elle est morte !» s'écria Liliane. « Dans le bureau, je viens de la trouver. »
Mais le bureau était vide. Miss Marple retourna auprès de Giles, qui n'avait pas bougé de sa place. « Miss Parnell semble s'être trompée de chambre, » dit-elle doucement. « Auriez-vous l'amabilité de me montrer où elle se trouve ?» Giles se leva, le visage pâle. « Si vous voulez bien me suivre. » Le groupe se retrouva dans le salon Est, où une porte entr'ouverte révélait la petite bibliothèque attenante. Sur un tapis persan, à côté du bureau, gisait, face contre terre, une femme vêtue d'une robe bleue. Ses cheveux blonds se déployaient comme une flamme pâle sur le tapis. L'arrière de sa tête était maculé de sang. « Qui est-elle » murmura Miss Marple. La servante, blanche comme la craie, murmura « C'est mademoiselle Atherton, la secrétaire de Monsieur Giles. »« Elle est arrivée juste après le dîner ?» dit Liliane d'une voix tremblante. « J'ai entendu des voix. Elle et oncle Giles parlaient, mais je ne l'ai pas vue partir. »« Je ne l'ai pas vue partir non plus, » dit doucement la gouvernante en s'avançant. « Mais bon, elle se présentait rarement. Aussi silencieuse qu'un fantôme, celle-là. » Miss Marple s'agenouilla près du corps et examina la scène avec le calme de quelqu'un qui plie une nappe. Aucune trace de lutte, aucun désordre. Juste un coup franc et délibéré à l'arrière de la tête avec un objet lourd. Son regard parcourut le bureau. « Monsieur Giles, » dit-elle en se levant, « a-t-on pris quelque chose ?» Il s'avança et regarda les papiers d'un air absent. « Je ne sais pas. Elle classait ma correspondance ce matin. Elle classait des lettres plus anciennes. » Miss Marple prit un coupe-papier sur le bureau, en argent ouvragé, assez lourd pour être mortel, et le tint délicatement avec son mouchoir. Du sang maculait un bord. « Aucun doute là-dessus, » murmura Giles. « C'est ça. » Miss Marple regarda à nouveau le corps. La main droite de Miss Atherton était serrée, très serrée. Avec précaution, elle l'ouvrit et le coin déchiré d'une lettre en sortit. L'encre était pâle, mais 2 mots restaient lisibles. Non destiné. Elle le tendit à Giles. Son expression vacilla. Ceci devait faire partie de la lettre qu'elle cataloguait. Je ne l'avais jamais vue. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais intérieurement, son esprit tournait comme une horloge. Une lettre qui ne devait pas être lue, un avertissement qui lui était adressé, et une femme morte avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse être révélé. Le gendarme de Mush Benham arriva peu après, appelé par l'un des domestiques. Il s'appelait l'inspecteur Vane, jeune, enthousiaste et juste assez sceptique envers les dames âgées pour les sous-estimer complètement. « On dirait un cambriolage qui a mal tourné, » dit-il après avoir examiné les lieux. « Rien de volé, dites-vous ? Eh bien, elle a peut-être surpris quelqu'un. » Miss Marple sourit poliment. « Et pourtant, inspecteur, les cambrioleurs nettoient rarement après eux, vous ne trouvez pas ? Et un cambrioleur écrirait-il une lettre d'avertissement à quelqu'un comme moi ?» Vane parut perplexe. « Quelle lettre ?» Miss Marple lui montra le mot anonyme. Il le lut en fronçant les sourcils. « Vous dites que quelqu'un savait que cela arriverait ?»« Je suggère, » dit Miss Marple, « que quelqu'un craignait que quelque chose se soit déjà produit. » À minuit, le corps avait été enlevé et la plupart des membres de la maisonnée s'étaient retirés, même si personne ne dormait probablement. Miss Marple s'attardait dans le bureau, désormais abandonné, tandis que Giles Ashcombe faisait les 100 pas devant le feu. « Elle n'avait que 28 ans, dit-il. Elle venait du Kent. Une fille tranquille, efficace, et sans ennemis, je pensais. »« Personne ne pense jamais ainsi, » murmura Miss Marple en examinant la bibliothèque, « jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Elle passa ses doigts sur les tranches. Certaines étaient couvertes de poussière, d'autres non. Un volume, fin et relié en cuir, avait visiblement été manipulé récemment. Elle le prit. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée, la même main tremblante qui avait écrit l'adresse de son enveloppe. « Liliane n'est pas celle qu'elle prétend être. Il s'est passé quelque chose de terrible à Vienne. Je ne sais pas comment l'empêcher. » Elle referma le livre. Son cœur ne battait pas la chamade, mais ses pensées s'éclairaient. Vienne, la saison en Europe de la fille Parnell, comme l'avait appelé Gilles, avait été brève. 6 mois seulement, suivi d'un retour soudain. Miss Marple jeta un coup d'œil à la lumière du feu qui se reflétait sur un petit cadre argenté sur la cheminée. Une photo de Giles et de sa défunte épouse, et à côté, une photo plus récente de Liliane. Un visage trop poli, un sourire trop figé. Elle se tourna vers Giles.
Qui a eu accès à votre correspondance personnelle? Seulement mademoiselle Atherton et moi-même. Alors celui qui a écrit cet avertissement, vous craignez peut-être autant qu'il lui faisait confiance. Il la regarda en surlisant, fronçant les sourcils. Tu me soupçonnes? Je soupçonne que quelque chose était caché, dit-elle doucement, et quelqu'un a essayé de le révéler. Dehors, l'orage commençait enfin à éclater. Le tonnerre grondait au loin comme un tambour qui s'éloigne. Miss Marple entra dans le couloir, mais s'arrêta net. Un fil de fine laine rouge était accroché à la rampe de l'escalier. Laine rouge. Le châle de soirée de Liliane était exactement de cette teinte. Et la bibliothèque n'était pas près de l'escalier. Miss Marple prit le fil et le glissa dans sa poche. Elle devrait aller chez la couturière demain matin. La laine rouge de ce type était rare et assez chère. Elle se retourna, le poids de la soirée s'installant dans ses os. Une lettre avait été envoyée. Une autre avait été volée. Et une troisième, fragmentée et déchirée, était morte avec une jeune femme qui en savait trop. Elle monta dans le taxi que Giles avait commandé. Le chauffeur incline sa casquette, mais ne dit rien. À mi-chemin du village, Miss Marple se pencha et tapota la vitre. « Auriez-vous l'amabilité de passer à la poste ?» dit-elle calmement. « J'aimerais demander à Miss Finch quand le courrier a été trafiqué pour la dernière fois. Car si la lettre était vraiment arrivée hier, pourquoi l'enveloppe n'était-elle pas humide? Et si cela avait été publié plus tôt, pourquoi personne n'avait prétendu l'avoir écrit? La tempête s'était calmée dehors. Mais la véritable tempête, soupçonnait Miss Marple, ne faisait que commencer. Chapitre 2. La porte qui s'est verrouillée de l'intérieur. La pluie n'avait pas faibli depuis la visite de Miss Marple à Greystone Manor la veille. Elle avait pris un rythme plus régulier, moins violent, mais non moins menaçant. L'air du village était chargé d'humidité, les pavés brillaient comme du verre noir, et une fine brume enveloppait les arbres comme un être doué de conscience. Au matin, les journaux avaient déjà appris la mort de Miss Atherton, sans toutefois la qualifier de meurtre. Accident tragique à Greystone Manor, pouvait-on lire. Héros du matin, mais Jane Marple ne croyait plus aux accidents depuis qu'elle avait 17 ans et qu'un garçon d'écurie avait, accidentellement, noyé le chien d'un colonel. Miss Marple arriva de nouveau à Greystone peu après 11 heures, cette fois avec un petit panier en osier rempli de confitures de cassis en guise d'excuse polie. Elle fut accueillie de nouveau par la même Madame Ellison, bronzée, qui jeta un regard soupçonneux au panier, mais ne l'arrêta pas. La maisonnée était à cran. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs, les regards se lançaient par-dessus les épaules, et le silence s'accrochait aux murs plus épais que le papier peint. Un meurtre à cette étrange façon de vieillir les vieilles maisons. « Je suis venu parler à Liliane », annonça doucement mademoiselle Marple, tandis que madame Ellison la guidait vers le salon. « Juste un petit mot. Les jeunes se souviennent souvent de choses du jour au lendemain qu'ils oublient sur le moment. » Le salon donnait sur le jardin, désormais inondé et sauvage. Liliane Parnell était assise, recroquevillée sur une chaise longue, un livre sur les genoux, bien qu'elle n'ait pas tourné une page depuis 10 minutes. Elle leva les yeux lorsque Miss Marple entra, un léger sourire répété aux lèvres. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix légère, vous êtes venue me voir, n'est-ce pas? »« Pas du tout, ma chère, dit doucement Miss Marple en même, s'asseyant à côté d'elle. Juste par curiosité, à propos de quelque chose d'assez particulier. » Liliane pencha la tête. « Vas-y. Vous avez dit hier soir avoir entendu des voix dans le salon et avant de trouver le corps de mademoiselle Atherton. La porte du bureau était-elle fermée lorsque vous êtes passé? » Liliane fronça les sourcils. « Je crois que oui. Oui, c'était vrai. Pourquoi? Et quand vous avez trouvé le corps, la porte était ouverte? » « Non, fermée. Je l'ai ouvert. »« murmura Miss Marple. « Et elle était déverrouillée? » Liliane marqua une pause, ses doigts resserrant autour du livre. « Oui. Non. Enfin, je crois que j'ai dû tourner la poignée fermement. Mais elle a cédé. » Miss Marple sourit gentiment et lui tapota la main. « La mémoire est une chose curieuse. Merci, ma chère. » Mais la gentillesse dans son expression ne s'étendait pas à ses pensées. Liliane avait menti. Pas directement. Mais elle jouait, et mal. Quelque chose dans son attitude avait changé, depuis la découverte du corps. Pas précisément le chagrin, plutôt une sorte de calcul.
Miss Marple avait constaté le même détachement nerveux chez les femmes qui portaient des dentelles de deuil pour leur mari, secrètement soulagées d'en être débarrassées. Elle s'excusa et se dirigea vers l'aile est. Le manoir craquait sous le poids de l'histoire, et la pluie frappait les fenêtres comme des doigts squelettiques. Elle s'approcha lentement du salon, remarquant la poignée de laiton ternie et le cadre de la porte, en chêne massif, fraîchement repeint. Elle essaya la porte. Elle tourna facilement, révélant la bibliothèque où mademoiselle Atherton était morte. La moquette avait été enroulée et les taches de sang nettoyées, mais une faible ombre brune flottait encore sur le parquet. Elle ferma la porte et tourna la serrure de l'intérieur. Puis elle examina la poignée. Pas de mécanisme truqué, pas de loquet secret. Juste un seul trou de serrure à l'extérieur et un verrou à ressort traditionnel. Elle hocha la tête. Pourrait être verrouillé de l'intérieur. Mais alors, comment le tueur était-il sorti? Son regard se porta sur les fenêtres. Elles étaient scellées, de vieux bois rigides, sans aucun signe d'ouverture récente. Pas de rebord extérieur. 3 étages plus haut. Même le lierre cédait à mi-hauteur du mur de pierre. Alors qu'elle se retournait vers la porte, un mouvement attira son attention. Non pas à l'extérieur, mais dans le reflet du cadre en verre au-dessus de la cheminée. Quelqu'un venait de passer dans le couloir. Lentement, délibérément. Elle attendit que les pas s'estompent, puis ouvrit la porte et sortit. Elle trouva la personne qu'elle cherchait, près de l'escalier. Henry Falk, le domestique. Il travaillait chez les Ashcombe depuis 17 ans. C'était un homme calme et inexpressif, portant une chaîne de montre trop fine pour un homme en livrée. Miss Marple s'était toujours méfiée des hommes discrets au goût de luxe. « Henry !» dit-elle presque, joyeusement. « Quelle horreur hier soir! Tu dois être profondément secoué. »« J'essaie de ne pas laisser de telles choses affecter mes devoirs, madame. »« Tout à fait admirable. Je me demande, pourriez-vous me dire qui a la clé du salon est ?»« Seul monsieur Giles, madame. Et mademoiselle Atherton en avait un exemplaire. Elle le gardait dans le tiroir de son grand livre. »« Ah, mais on ne l'a pas trouvé là, n'est-ce pas ?»« Non, madame. » Et pourtant, la porte était verrouillée de l'intérieur lorsqu'elle a été retrouvée. Sa bouche se pinça légèrement. « On dirait bien. Saurais-tu si elle a eu des visiteurs hier, en dehors de la maison ? » ?»« Personne de l'extérieur. Je peux le jurer. » Miss Marple hocha la tête et passa à autre chose. Il n'avait pas menti, mais il avait omis quelque chose. Elle le devinait toujours à la pause entre ses respirations. Il avait vu quelqu'un près de cette pièce la veille, mais quelqu'un à l'intérieur de la maison, et quelqu'un qu'il ne voulait pas nommer. De retour à la bibliothèque, elle examina la cheminée, ornée, froide, inutilisée. Mais là, sous la grille, une boucle brûlée, quelque chose de pâle. Elle utilisa son aiguille à tricoter pour la récupérer. Du papier, brûlé. Elle le tourna délicatement entre ses doigts. Il restait juste assez d'encre pour lire le fragment. Ah, découvert. Vienne. L.P. Son souffle ralentit. L.P. Liliane Parnell. Vienne, encore. Et quelque chose, peut-être quelqu'un avait découvert quelque chose, qu'il n'était moins pas censé découvrir. Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple rejoignit l'inspecteur Vane dans la salle à manger, où il tentait de recueillir les témoignages du personnel. Il paraissait fatigué et sur la défensive, et la salua d'un soupir. « Laisse-moi deviner. Tu as trouvé un autre fil de laine ?»« Pas de laine aujourd'hui, » sourit-elle. « Mais j'ai trouvé quelque chose de plus intrigant. Voyez-vous, j'ai pensé à cette pièce fermée à clé. Les portes qui se verrouillent sous d'option. L'intérieur ont tendance à induire les gens en erreur. » Il haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que dans une maison aussi vieille, les choses ne sont jamais tout à fait ce qu'elles paraissent. Par exemple, as-tu vérifié le monde plat ?» Vane cligna des yeux. « Quel monde plat ?»« Celle derrière la bibliothèque est, bien camouflée, mais avec un peu d'agilité, on pourrait y accéder, depuis le couloir des domestiques. » L'inspecteur se leva. « Vous dites que quelqu'un l'a tué, a verrouillé la porte et s'est enfui par un monde plat ?»« Je suggère, dit calmement Miss Marple, que quelqu'un recherché, cela paraît impossible, pour que nous puissions nous concentrer sur la manière dont cela s'est produit, plutôt que sur les raisons. » Ils retournèrent ensemble au salon Est. Vane ouvrit le panneau secret indiqué par Miss Marple. Il coulissa dans un grincement de bois ancien, révélant le puits, les cordes
et le petit chariot carré destiné à transporter les plateaux de la cuisine au bureau. Assez grand pour un enfant, peut-être, murmura-t-il, mais pas pour une femme adulte. À moins qu'elle ne soit pas sortie elle-même, dit Miss Marple. À moins qu'elle n'ait déjà été dans la pièce quand la porte a été verrouillée de l'extérieur. Mais alors, quelqu'un est revenu après sa mort. Il a verrouillé la porte. Il est parti par le couloir des domestiques et a fait croire que c'était impossible. Vane fronça les sourcils, puis ses yeux s'illuminèrent de soudain. Madame Ellison, elle venait du couloir de la cuisine. Elle aurait pu fermer la porte à clé et faire le tour. Miss Marple pencha la tête. Oui, elle le pouvait, et elle avait peut-être même une raison. Elle sortit le fragment de papier de son sac à main et le lui montra. « Vienne », dit-elle doucement, « et LP. Quoi qu'il se soit passé là-bas, ça a suivi mademoiselle Parnell jusqu'en Angleterre. Mademoiselle Atherton l'a découvert, et quelqu'un l'a réduite au silence avant qu'elle puisse envoyer un deuxième avertissement. » L'expression de Vane s'assombrit. « Tu crois que Liliane l'a tué ? » ?»« Je pense que Liliane sait qui a fait ça, et je pense qu'elle cache plus que son chagrin. » L'horloge du manoir sonna 4 heures. L'orage était passé, mais la lumière déclinait, faible et dorée, glissant dans le couloir comme du miel sur la pierre. Miss Marple se retourna pour partir, puis s'arrêta au pied de l'escalier. Une longue égratignure marquait la rampe, fraîche, aiguë, anguleuse comme si quelque chose de lourd avait été tiré vers le haut. Une malle peut-être, ou un corps. Elle s'agenouilla et l'examina de plus près. Enchâssé dans la rainure, un autre fil. Pas de la laine. Quelque chose de plus fin, de la soie. Elle se leva lentement, les yeux plissés. « Inspecteur, dit-elle par-dessus son épaule, qui est que la dernière personne à avoir vu mademoiselle Atherton vivante ? D'après Liliane, Giles. Non, pas selon Liliane, selon Giles. » Elle se retourna et esquissa un sourire fin et indéchiffrable. « Demandez-lui où il était entre 6 et 7 heures. Et s'il dit qu'il était au bureau du domaine, demandez-lui qui l'y a vu. Parce que l'indice n'était pas seulement la porte, c'était le mensonge qui s'était glissé à travers elle. » Chapitre 3. L'invité qui en savait trop, c'était le 3e matin depuis la mort de Miss Atherton, et le brouillard s'était installé sur St. Mary Mead et ses collines environnantes, comme une épaisse couverture de laine. Le ciel bas et gris engloutissait les toits et brouillait les lignes des arbres. La route menant à Greystone Manor luisait sous la pluie récente, et les corbeaux se rassemblaient en groupes noirs et recroquevillés sur les haies, observant comme s'ils attendaient eux aussi le prochain secret. Miss Marple, boutonnée jusqu'au cou dans son manteau anthracite et orné d'une modeste broche de feuilles de houx, arriva pile après 9 heures. Elle n'avait pas de parapluie cette fois, seulement une écharpe pliée et son carnet caché dans son sac à main. Elle n'avait pas bien dormi la nuit précédente. Quelque chose qui planait hors de portée se profilait maintenant à l'horizon, et il s'agissait d'un nom qui n'avait pas encore été prononcé à voix haute. En entrant dans le manoir, la tension l'envahit comme une humidité aigre et lente. Une nouvelle arrivée venait de bouleverser l'équilibre déjà précaire de la maisonnée. Monsieur Giles Ashcombe avait un invité, un homme nommé Hugo Lawrence. Et comme Miss Marple allait bientôt le constater, ce n'était pas un invité au sens habituel du terme. Aucune présentation n'avait été faite. Aucune explication n'avait été fournie. Il était arrivé à l'improviste la veille au soir, dans une élégante Alvis verte, et avait été discrètement conduit dans l'une des chambres à l'étage. Personne ne savait qui l'avait invité. Miss Marple trouva Liliane Parnell dans la salle à manger, sirotant du thé froid, le regard perdu par la fenêtre. Son châle avait glissé d'une épaule, révélant une légère ecchymose sur sa clavicule. Elle sursauta légèrement à l'entrée de Miss Marple, puis força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Encore une tragédie, Miss Marple ?» demanda-t-elle d'un ton léger. « Où êtes-vous venue pour un toast et un scandale ?»« Je ne mange jamais de toast après 20h30, répondit doucement Miss Marple, « et j'essaie de ne pas supporter le moindre scandale. Ça ne fait pas de bien à la digestion. Mais l'arrivée soudaine de monsieur Lawrence me laisse perplexe. Avouez que c'est étrange. » Le sourire de Liliane s'estompa. « Oncle Giles a dit que c'était un vieil ami, d'Oxford ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais vous l'avez déjà rencontré, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple. Liliane se détourna trop vite. « Une seule fois, brièvement, à une fête à Vienne, l'hiver dernier. »
Miss Marple ne dit rien, se contentant de croiser les mains sur ses genoux et de regarder une goutte couler sur la théière comme une larme. Elle pensait au papier brûlé dans la cheminée et aux initiales LP. Si Hugo Lawrence avait été à Vienne en même temps que Liliane, il était peut-être le fantôme qui revenait hanter quelqu'un. Mais lequel? Elle retrouva M. Lawrence plus tard dans la matinée, dans le salon, feuilletant un livre sur la fauconnerie avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui préférait les pièces où il n'y avait personne. Il était grand, anguleux, avec des cheveux blonds clairsemés et des pommettes, saillantes qui donnaient à son sourire un côté mordant. Ses yeux se levèrent lorsqu'elle entra. « Vous devez être Miss Marple », dit-il, comme s'il examinait une pièce à conviction. « La célèbre détective de Saint, Mary Mead. J'ai entendu parler de vous. »« J'essaie d'être utile autant que possible, » répondit-elle. « Greystone semble attirer l'insolite, vous ne trouvez pas ?» Il émit un grognement évasif et reporta son attention sur le livre. « Je suis juste ici pour rendre visite à un vieil ami. Toutes ces autres affaires, enfin c'est malheureux, mais ça ne me regarde pas. » « Je ne suis pas sûr que quoi que ce soit à Greystone soit aussi fortuit, » dit doucement Miss Marple. « Pardonnez ma curiosité, mais connaissiez-vous Miss Atherton et vous ?» Il leva de nouveau les yeux, cette fois d'un air sévère. « Non. » « Étrange. J'ai cru voir son nom dans une lettre que tu viens de déposer. À ton pied. » Il baissa instinctivement les yeux, ne vit rien, puis plissa les yeux. « Tu bluffes. » Elle a juste souri. « Je l'ai vue une fois, » dit-il agacé. « À Vienne. Elle y est restée un court instant. Elle aidait Giles avec des papiers de famille. Puis elle a disparu. Et Liliane ?» Il hésita. « Une simple connaissance. Plus maintenant. » Miss Marple se leva. C'est généralement là que commencent les plus grandes tragédies. Elle le quitta alors et se dirigea vers le couloir ouest, où Madame Ellison, toujours vigilante, époussetait un vase avec la ténacité de quelqu'un qui efface sa culpabilité. Miss Marple s'enquit des conditions de sommeil d'Hugo Lawrence. « On l'a installé dans la chambre Magnolia », dit la gouvernante en évitant son regard. « C'est la décision de Monsieur Giles. Pas la mienne. Quelqu'un d'autre a utilisé cette pièce récemment ? » ?»« Non, madame, c'est fermé depuis des semaines. Plus depuis que le cousin de Lady Ashcombe est tombé malade en avril. » Miss Marple hocha la tête. « Et l'avez-vous déverrouillé pour Monsieur Lawrence ? » ?»« Je ne l'ai pas fait, » répondit Madame Ellison d'un ton sec. « Il avait déjà la clé. » Cela arrêta net Miss Marple. « Il a apporté sa propre clé d'une chambre d'amis fermée à clé ?» La gouvernante pinça les lèvres. « Je n'ai rien dit de tel. »« Non, ma chérie, mais tu as certainement dit quelque chose. » Cet après-midi-là, une scène effroyable se déroula juste avant le déjeuner. Hugo Lawrence était descendu parler à Giles, qui était plongé dans sa correspondance dans le bureau. Les deux hommes échangèrent quelques mots, d'abord à voix basse, puis plus fort. Puis quelque chose se brisa, de la céramique ou du verre. Miss Marple était dans le couloir et, par la fente de la porte entr'ouverte, vit Giles agripper les bords de son bureau, les jointures blanches, tandis que Hugo, le dominant de toute sa hauteur, sifflait quelque chose d'une voix venimeuse. Quelques instants plus tard, Hugo sortit en trombe. Gilles resta assis un long moment, immobile, à l'exception du tremblement de sa main droite. Miss Marple attendit le crépuscule avant de retourner au salon Magnolia. Il était vide. Hugo était sorti se promener, seul, malgré le temps. Elle entra d'un pas léger et ferma la porte. La pièce était élégante, pâle, emplie d'un parfum de lavande et de naphtaline. Une unique valise reposait au pied du lit, déverrouillée. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle alla plutôt au bureau, où une lettre à moitié terminée gisait, jetée dans la corbeille. Elle la repêcha et lut les quelques lignes non brûlées. Si elle leur dit, c'est fini. Liliane ne doit pas... Giles dit qu'il s'en sortira. J'ai dit plus de 100. Elle plia le papier et le glissa dans son sac à main au moment même où elle entendit un bruit, un léger craquement dans le couloir. Elle ouvrit la porte en silence et regarda dehors. Rien. Mais plus tard dans la soirée, au dîner, Hugo Lawrence n'est pas revenu. Pas même à minuit. C'est Madame Ellison qui a découvert le corps, juste après l'aube. Il n'était finalement pas rentré de sa promenade. On l'avait retrouvé affalé dans l'abri de jardin, à la limite du domaine, un endroit rarement utilisé et presque invisible depuis la maison. Son manteau était trempé,
ses chaussures couvertes de boue, et sa gorge avait été tranchée avec un objet précis et froid. Mais le sol n'était pas taché de sang. Il avait été lavé. Un tuyau d'arrosage coulait encore faiblement dans un coin. Miss Marple se tenait juste derrière la porte du hangar, regardant la silhouette. Il n'y avait aucune trace de lutte, pas de meubles renversés, juste un invité qui en savait trop, mais pas assez pour se sauver. L'inspecteur Vane fut de nouveau appelé. Son attitude était plus sombre cette fois. « Je n'aime pas ça, Miss Marple, » dit-il. D'abord la secrétaire, maintenant l'invité. Et toutes deux liées à Vienne. Toutes deux pointant vers Liliane ou Giles. « Ou les deux, dit-elle doucement. Avez-vous fouillé la valise de Monsieur Lawrence ? Je viens de commencer. Des lettres, des notes, un ticket de train de Vienne daté de décembre dernier. Et ça, il lui tendit une photographie, granuleuse et déchirée sur un bord. On y voyait 3 personnes debout devant une fontaine sur une grande place, probablement la Rathausplatz. Mademoiselle Atherton, l'air tendu. Liliane avec un sourire crispé, et un homme partiellement coupé du cadre. Miss Marple la fixa un long moment, puis son regard se porta au-delà des silhouettes, vers la petite plaque de laiton derrière elle. Un nom y était gravé, Dr Ernst Capel. Elle leva les yeux. C'est ce qu'il est venu enterrer. Qui est Capel ? Un nom que j'ai entendu un jour en rapport avec les faux d'après-guerre, murmura-t-elle, et les disparitions. C'était un réparateur, un homme qui aidait les autres à devenir ce qu'ils n'étaient pas. Vane fronça les sourcils. Tu veux dire que Liliane Parnell n'est pas Liliane Parnell ? Je dis, dit Miss Marple, que quelqu'un ne voulait pas qu'elle reste ce qu'elle était. Et quelqu'un d'autre le savait. Elle reprit sa marche dans l'air humide du matin, la brume s'enroulant autour de ses chevilles. Les corbeaux étaient de retourner dans leur haie, silencieux désormais. À l'intérieur de la maison, Liliane avait disparu de sa chambre. Et dans la poche d'Hugo Lawrence, on a trouvé une deuxième photo, de Liliane avec un nom de famille différent. Le nom était Liliane Keller. Miss Marple retournait le nom dans sa tête comme un caillou. Il produisait un son différent, lorsqu'on le frappait. Le chapitre suivant, elle le savait, ne serait pas silencieux. Chapitre 4. Le thé qui n'a pas été versé. La tempête qui avait ravagé la campagne pendant 3 jours laissa enfin place à un calme inquiétant. Mais le silence qui régnait sur Greystone Manor n'en était pas moins troublant. Un silence persistait dans les pièces et les couloirs, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Dehors, l'herbe luisait d'humidité, bordée d'argent dans la pâle lumière matinale, et l'air était chargé d'une odeur de terre humide et de vieux secrets. À l'intérieur du manoir, quelque chose de plus effrayant se dévoilait, une vérité cachée, non pas dans le tonnerre, mais dans le silence. Ce fut Miss Marple qui la remarqua la première, comme elle le faisait si souvent. Non pas dans les grands gestes ou les alibis criés, mais dans les détails infimes et discrets. L'absence de tasse, la plus fine couche de poussière sur une soucoupe en porcelaine. En l'occurrence, c'était une théière qui avait trahi le tueur. Tout commença par un plateau de petit déjeuner. Madame Ellison l'avait retrouvé intacte devant l'ancienne chambre de feu Mademoiselle Atherton, désormais fermée à clé et scellée sur ordre du gendarme. Le plateau, recouvert d'une nappe en dentelle, contenait encore une théière en argent fin, 2 tasses en porcelaine délicate et une assiette de sablé. Étrange en soi, car personne n'avait reçu l'ordre de préparer du thé pour une pièce qui n'était plus habitée. Mais plus, et étrange encore, une seule tasse avait été servie. L'autre reposait sur sa soucoupe, impeccable et sèche. Miss Marple examina attentivement le plateau. La théière était tiède lorsqu'elle la trouva, bien que le thé ait refroidi. Plus curieux encore, la deuxième tasse présentait un minuscule éclat, pas plus grand qu'un ongle, au bord. Mais l'anse et la soucoupe étaient impeccables. Elle retourna doucement la tasse et jeta un coup d'œil au-dessous. Aucune marque de fabrique. Elle ne correspondait pas à l'autre. Quelqu'un l'avait remplacée. Elle se tenait lentement, les mains jointes, comme si elle ne contemplait rien de plus sinistre que la broderie sur le tissu. Pourtant, les implications résonnaient dans son esprit comme les rouages d'une horloge. Si quelqu'un avait apporté du thé dans cette pièce sans qu'on le lui demande, et n'en avait versé qu'une seule tasse, c'était soit qu'il était fou, soit qu'il s'attendait à la présence de quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas Miss Atherton, quelqu'un de vivant. Elle retourna au salon,
où Giles Ashcombe discutait à voix basse avec l'inspecteur Vane, dont le carnet semblait désormais accroché à sa main. Giles était pâle et les yeux creux, la voix éraillée comme si elle avait trop de peur inexprimée. Lorsque Miss Marple entra, les deux hommes levèrent les yeux et elle vit une lueur de malaise dans le regard de Giles. « Mademoiselle Marple, la salua-t-il, vous arrivez à une heure sombre, j'en ai bien peur. » « Ces derniers temps, les heures sont sombres, » répondit-elle d'un ton neutre. « J'ai pensé au plateau de petit déjeuner de mademoiselle Atherton. »« Petit déjeuner ?» Vane cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il semble que quelqu'un lui ait apporté du thé le lendemain de sa mort. »« C'est impossible, » dit Giles trop vite. « La pièce est fermée depuis la découverte du corps. »« Oui, » acquiesça Miss Marple, ce qui rend très étrange que quelqu'un ait déposé un nouveau plateau devant la porte. À moins qu'il ne sache qu'elle était déjà morte. L'inspecteur Vane se pencha en avant. « Suggérez-vous que quelqu'un dans la maison ignore que mademoiselle Atherton est morte ? » « Je suggère, » dit doucement Miss Marple, « que quelqu'un s'attendait à trouver quelqu'un d'autre dans cette pièce. Quelqu'un qui était censé le rencontrer en privé. Et comme cette personne ne s'est pas présentée, il a laissé le plateau derrière lui, peut-être paniqué. Ou bien, ajouta-t-elle après une pause, ils ont versé une tasse, parce que cette personne avait déjà bu la sienne ailleurs. Elle laissa l'idée planer entre eux. Ce fut Vane qui rompit le silence. C'est peut-être une erreur d'un domestique, marmonna-t-il. Miss Marple lui adressa un sourire sans chaleur. Les domestiques ne se trompent pas avec l'argenterie, inspecteur. Pas les bons. Et madame Ellison tient sa maison comme un livre de comptes. Chaque objet est comptabilisé. Cette tasse ébréchée ne vient pas de son vaisselier. Giles se leva brusquement. Excusez-moi, dit-il, presque étranglé. J'ai des lettres à écrire. Il est parti sans un mot de plus. Miss Marple et l'inspecteur le regardèrent partir. Il est en train de craquer, dit finalement Vane. Non, murmura-t-elle. Il se souvient. Plus tard dans la journée, le manoir reçut une autre visiteuse, une femme du village nommée Ivy Jenkins, qui avait été la femme de chambre de Lady Ashcombe avant sa mort 5 ans plus tôt. Elle était mince, le regard perçant, et parlait avec une vivacité qui dissimulait un profond malaise. Elle était venue, dit-elle, rendre quelque chose. Une broche que mademoiselle Atherton avait laissée à réparer. Mais je suppose qu'elle n'en aura plus besoin maintenant, ajouta-t-elle avec une moue triste. Miss Marple se trouvait par hasard dans le couloir et a intercepté Ivy après avoir parlé à madame Ellison. « Vous connaissiez bien Miss Atherton ?» demanda-t-elle. Ivy hésita. « C'est bien. Elle était intelligente. Trop intelligente, peut-être. Elle ne faisait jamais confiance aux gens. Et elle avait raison. Est-ce qu'elle s'est déjà confiée à toi ? Elle n'était pas du genre à se confier. Mais elle posait des questions. Sur Vienne, sur la fille Parnell. » Miss Marple hocha lentement la tête. « A-t-elle déjà parlé d'Hugo Lawrence ?» À ces mots, le regard d'Ivy s'assombrit. Elle a dit qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Qu'il était revenu pour quelque chose. Une lettre ou un document, je crois. Et a-t-elle dit où elle gardait ces choses ? Non, mais elle ne quittait jamais ses papiers des yeux. Elle dormait même avec sous le matelas, disait-on. Cette nuit-là, Miss Marple demanda à l'inspecteur Vane la permission d'inspecter une dernière fois la chambre de Miss Atherton. Il accepta à contre-cœur, malgré la présence d'un agent. Ensemble, ils ouvrirent la porte, ternie par l'absence et encore imprégnée d'un léger parfum de violette. Elle examina le lit, écartant le matelas avec une lente et précise précision. Là, glissée dans les lattes du sommier, elle trouva une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 3 mois, écrite d'une autre main. « Vous avez dit que les papiers de Liliane avaient disparu. Je n'ai jamais cru que ce soit accidentel. Si ce que vous soupçonnez est vrai, ce n'est pas seulement l'identité qui a été modifiée. C'est un héritage. J'enquête sur les clients du docteur Capel. Si je disparais, vous saurez qui c'était. » Il a été signé avec une seule initiale. H. Miss Marple en ressentait le poids. Hugo le savait, ou croyait le savoir, et maintenant, il était mort. Elle se tourna vers la cheminée dont les cendres n'avaient pas été balayées correctement. Un fragment de seau de cire subsistait, accroché à un morceau de parchemin carbonisé, de la cire rouge avec une tête de serpent, un blason familial, mais pas anglais, autrichien peut-être. Elle empocha la cire et recula, les pensées s'emballant. De l'illusion.
Retour à son chalet sous une pluie battante, elle passa devant la place du village juste au moment où le facteur terminait ses livraisons. Il inclina son chapeau, puis marqua une pause. « Une étrange lettre est arrivée hier au manoir, dit-il. Mais ils l'ont refusée. »« Tu l'as refusée ?»« Oui, mademoiselle. D'Autriche. Signalé urgent. » Mais M. Ashcombe a dit qu'il ne voulait pas de correspondance étrangère. Elle le remercia et continua son chemin. Lorsqu'elle retira son manteau mouillé et s'assit devant le feu, le seau de cire brûlait dans sa poche comme un fer à repasser. Cette nuit-là, elle écrivit dans son carnet « Lettre refusée de l'Autriche, plateau à thé, une tasse versée, une tasse non touchée, tasse ébréchée qui ne provient pas de la porcelaine du manoir, vol d'identité ou fraude à l'héritage ?» Miss Atherton le savait et est morte pour cela. Juste avant minuit, on frappa à sa porte. Elle ouvrit et trouva Liliane, trempée, les yeux hagards, tremblante. « Tu dois m'aider, » murmura la fille. « Je crois qu'on essaie de m'empoisonner. » Miss Marple la fit entrer, l'installa près du feu et lui offrit du cognac chaud. Les mains de Liliane tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le verre. « Je suis allée au bureau, » dit-elle, les yeux écarquillés, « pour m'excuser auprès de Giles. Mais il n'était pas là. La carafe était vide. Je me suis servi un verre, et dès que j'ai bu, j'ai eu le vertige. J'étais malade. » Miss Marple demanda, doucement. « Avez-vous vu le plateau de thé ce matin ?»« Oui, mais je n'y ai pas touché. Et pourtant, la tasse ébréchée, elle était assortie à votre service en porcelaine, n'est-ce pas? Celle que vous avez apportée de Vienne. » Les lèvres de Liliane tremblaient. « Comment sais-tu ça ?»« Parce qu'un jour, j'ai réparé une poignée ébréchée pour une fille qui l'avait cassée lors de sa première visite à Londres. Je me souviens de la marque. La garniture en or est unique à un certain artisan, viennois. Tu as apporté ton passé avec toi, ma chère, et quelqu'un ici le sait encore. » Liliane s'effondra en sanglots. Miss Marple lui tenait la main. « J'ai besoin de savoir, » dit-elle doucement. « Qui est Liliane Keller ?» Liliane leva les yeux, les lèvres tremblantes. « Ma sœur. » Et puis, juste avant l'aube, Miss Marple ouvrit à nouveau sa porte, cette fois pour trouver une lettre sur le pas de la porte, enveloppée dans du ciré, sans nom, sans adresse. Elle l'ouvrit et ne lut que 3 mots, « Vérifie-leur ». Et elle savait, avec une clarté terrifiante, que quelqu'un à l'intérieur de Greystone Manor avait lu son carnet. Et je voulais qu'elle arrête. Chapitre 5. Le portrait au visage manquant. Un étrange silence s'était installé sur Greystone Manor depuis que la lettre avait été déposée sur le pas de la porte de Miss Marple. Le message énigmatique enveloppé dans une toile cirée et ancré d'une main tremblante. Vérifiez l'horloge. La lumière matinale n'arrangeait guère le poids oppressant de la maison. Le brouillard ne s'était pas dissipé. Il s'était simplement resserré autour du parc comme un nœud coulant. Les arbres, au-delà des haies, se tenaient immobiles dans l'humidité, leurs branches nues tendues comme des doigts avertisseurs. Quelque part dans l'aile ouest du manoir, une horloge faisait tic-tac régulier, un métronome comptant à rebours jusqu'à ce que seul l'expéditeur du message puisse comprendre. Miss Marple arriva discrètement avant le déjeuner, accueillie non par Madame Ellison, mais par le silence. La porte d'entrée était restée entr'ouverte, oscillant faiblement au vent, et aucun pas ne l'accueillit. Elle entra, son parapluie dégoulinant, et s'arrêta dans le grand couloir. L'horloge de parquet près de la cage d'escalier, celle qui n'avait pas sonné depuis 1931, fit un tic-tac, faiblement, de façon irrégulière. Elle s'y approcha aussitôt. Elle était bloquée à 5h07 depuis des années, son pendule n'étant plus qu'une relique. Mais maintenant, il tic-tac. Son cadran était fraîchement poli et quelqu'un l'avait remonté récemment. Elle se pencha, ouvrit la petite porte en laiton à sa base et regarda à l'intérieur. Niché juste derrière le mécanisme du pendule, dissimulé sous un faux panneau de bois, se trouvait une toile pliée, roulée et ficelée. Elle sentait légèrement l'huile de lin et la vieille fumée. Elle le retira avec précaution et le déplia. Un portrait. Ou presque. Il représentait 3 personnes debout sur la terrasse du jardin derrière Greystone. Giles Ashcombe à gauche, reconnaissable même dans sa jeunesse. Une femme blonde, aux yeux de glace à droite, sans doute sa défunte épouse, Eleanor. Et au centre, une silhouette sans visage.
La peinture avait été grattée, non pas écaillée par le temps, mais délibérément arrachée de la toile, comme si l'artiste avait voulu effacer complètement l'identité. Sous la silhouette, la signature, A. Hawthorne, Vienne, 1946. Miss Marple prit la toile et se dirigea vers le salon où Giles était assis près du feu, lisant. En voyant ce qu'elle portait, sa réaction ne fut pas de la colère, mais une réaction plus profonde, plus sombre. Son visage se détendit, ses doigts tremblèrent et ses joues se colorèrent. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Dans l'horloge, » répondit-elle. « Là où quelqu'un l'a caché. Là où quelqu'un m'a récemment dit de regarder. » Il déglutit. « Je l'ai fait détruire. » Il est clair que quelqu'un pensait le contraire. « C'était une erreur, » dit Lyle. « Ce tableau n'aurait jamais dû être réalisé. »« Et pourtant, quelqu'un a veillé à ce qu'il soit conservé, » répondit Miss Marple. « Quelqu'un qui savait que ce serait important. » « Cette silhouette sans visage, monsieur Ashcombe, qui était-ce » Giles détourna le regard. « Quelqu'un qu'on a essayé d'oublier. Ma femme et moi. »« Mais pas ta nièce ?» Giles leva brusquement les yeux. « Ce n'était pas ta nièce, n'est-ce pas ?» Sa mâchoire se serra. « Non. Elle était la pupille d'Elénor. Son père. » « Eh bien, c'est compliqué. » Miss Marple s'assit en face de lui, la toile posée sur ses genoux, comme une relique d'un crime longtemps renfoui. « Rien de compliqué là-dedans, » dit-elle doucement. « Juste caché. Il y avait un homme à Vienne. Eleanor le connaissait. Vous le connaissiez tous les deux. Il était lié au docteur Capel, n'est-ce pas ?» Giles ne dit rien. Elle poursuivit. « Son nom apparaît sur 2 documents que j'ai vus ces dernières 48 heures. Une fois dans la lettre secrète de Mademoiselle Atherton, une autre fois dans la marge d'un itinéraire de voyage retrouvé parmi les affaires d'Hugo Lawrence. Cet homme, qui qu'il soit, savait quelque chose sur Liliane, ou plutôt sur la femme que nous appelons Liliane. » Il se leva et s'approcha du feu. Il s'appelait Émile Keller. C'était le cousin d'Elénor, et le véritable père de la fille de cette maison. Elénor a accepté de l'élever après la disparition d'Émile. « Disparu ?» répéta Miss Marple. « Disparu, dit-il, après la guerre, accusé de collaboration avec des faussaires, des contrebandiers et même de quelques meurtres. Eleanor voulait couper les ponts. Elle a dit au monde que la fille, elle était à nous. Et le portrait ? Il l'a peint avant de fuir, comme cadeau. Mais Elénor l'a détesté. Elle a gratté son visage elle-même. Puis quelqu'un l'a récupéré dans la poubelle. Quelqu'un qui a compris que l'identité est fragile et que les images parlent, parfois plus que les documents. Miss Marple se leva. Il ne s'agit pas seulement d'une fille qui prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas. Il s'agit d'un fait ancien et de gens qui sont encore prêts à tuer pour le garder enfoui. Elle laissa Giles seul près du feu et monta à l'étage. La salle Magnolia était fermée à clé, la valise d'Hugo confisquée par l'inspecteur. Mais Miss Marple avait soigneusement noté le plan. Juste à côté, sur la gauche, se trouvait un étroit couloir de service, longtemps inutilisé, mais encore praticable. Elle alluma une bougie et la suivit, effleurant toiles d'araignée et poussière. À mi-chemin, elle trouva un fin morceau de tissu accroché à un clou. Elle le retourna entre ses doigts, de la soie vert foncé. Pas celle d'un uniforme ou d'une tenue de service, mais quelque chose de formel. Elle se souvenait de la robe de soirée de Liliane du premier soir, un satin couleur émeraude. Plus loin dans le couloir, une seconde porte, verrouillée. Mais le bois était gonflé d'humidité, et Miss Marple la poussa d'un geste déterminé. Elle s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, la pièce était vide, à l'exception d'un bureau et d'un miroir fêlé. Sur le bureau, une simple feuille de papier avec un nom écrit à plusieurs reprises, Liliane Keller, Liliane Parnell, Liliane K. Une signature en cours de répétition, ou de réécriture. Et sous le papier, une fleur pressée, écrasée, fanée, un Edelweiss alpin. Elle recula, le cœur battant la chamade. La contrefaçon n'était pas seulement une question d'héritage, mais de survie. Quelqu'un avait aidé la jeune fille à se forger une identité complète à partir des décombres de la guerre, avec documents, lettres et même souvenirs d'enfance. Et quelqu'un d'autre avait tenté de l'empêcher, ou de la réduire au silence. Elle retourna dans le couloir principal juste au moment où un cri retentit en dessous. Lorsqu'elle atteignit le hall principal,
la maisonnée était rassemblée devant la porte du salon. Madame Ellison tremblait, son tablier taché de rouge. À première vue, cela aurait pu être du sang. Mais lorsque Miss Marple lui prit doucement le bras, elle comprit la vérité. « De la confiture » demanda-t-elle doucement. La gouvernante hocha la tête. « De la framboise. Le pot, il a été posé sur l'étagère. Et il est tombé. Mais avant ça... » Elle a pointé l'intérieur. Le portrait, désormais accroché au-dessus de la cheminée, a été à nouveau déchiré. Pas le visage, mais la signature. Quelqu'un avait pris un couteau et avait tranché à Hawthorne. Miss Marple fixait la toile, les lèvres serrées. « Quelqu'un efface l'artiste », murmura-t-elle. « Pas seulement l'image. » L'inspecteur Vane arriva quelques instants plus tard, attiré par le bruit et la panique grandissante dans les yeux des domestiques. Miss Marple le prit à part. « J'ai besoin de voir toutes les signatures des documents de la succession de Greystone de 1946 à 1948. Testament, acte, grand livre. » Vane fronça les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'on cherchait la mauvaise personne. La fille n'est pas la seule à avoir changé de nom. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver ? Un homme qui fait semblant d'être mort, dit-elle, et un artiste qui n'a signé son vrai nom qu'une seule fois, sur un tableau que ses ennemis croyaient détruit. » Vane regarda la toile mutilée. « Et si tu avais raison ? Alors l'homme qui a tué Miss Atherton et Hugo Lawrence n'a pas encore fini. » Dehors, le brouillard s'épaississait à nouveau, et quelque part dans le grenier, cachée derrière une porte verrouillée, la vraie Lillian Keller attendait que son nom disparaisse à jamais. Chapitre 6. La signature sur le deuxième testament. La pluie revint juste après minuit, lente et lugubre, ruisselant le long des hautes fenêtres du manoir comme des larmes sur un visage oublié. Quelque part au-delà des haies, un renard aboya, aigu et désespéré, puis le silence reprit possession de la campagne. Dans le salon du manoir Greystone, le feu crépitait doucement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Miss Marple était assise seule, son tricot oublié sur ses genoux. Son esprit s'emballait, non pas de spéculation, mais d'une certitude qui s'approchait petit à petit de la révélation. Elle savait depuis le début qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre passionnel ou démentiel, mais d'un meurtre d'ordre, froid, délibéré et calculé au centimètre près. Et maintenant, elle était certaine que la clé de tout, cela résidait dans quelque chose d'assez banal. Un document signé de bonne foi, puis réécrit en secret. La découverte survint au petit matin, lorsque Giles Ashcombe, à moitié ivre, convoqua Miss Marple dans son bureau. Sa main tremblait tandis qu'il versait 2 doigts de cognac, sans toutefois le boire. Ses yeux étaient creusés par des semaines de vérité cachée, et quelque chose en lui s'était brisé. « J'aurais dû te dire quelque chose, il y a quelques jours, » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. « À propos du testament. » Elle ne dit rien, elle joignit simplement les mains et attendit. Il y en avait un deuxième, un testament révisé. Eleanor l'a rédigé 6 mois avant sa mort. Il léguait la majeure partie de la succession, non pas à moi, mais à Lillian. Miss Marple hocha légèrement la tête. Rien d'inhabituel. Ils étaient mon proche. C'était le cas, et pourtant, il marqua une pause. Je n'ai jamais vu l'original. Mademoiselle Atherton, si, c'était elle le témoin. Et le deuxième testament ? Il a disparu après la mort d'Eleanor. Officiellement, il n'a jamais été enregistré. L'avocat, Fenwick, a affirmé que seul le premier était resté, me léguant tout. Mais Miss Atherton vous en a parlé ? Elle n'a jamais arrêté, dit-il amèrement. Elle était persuadée que je l'avais caché. Mais ce n'était pas le cas. Du moins, pas à ce moment-là. Miss Marple plissa les yeux. Mais il est réapparu. Il hocha la tête avec raideur et se tourna vers le coffre-fort, encastré dans l'étagère. Les doigts tremblants, il en sortit un dossier relié par un ruban rouge. Il est arrivé anonymement. Il y a 2 semaines. Pas de mots, juste le document. Eh bien, j'ai pensé que c'était peut-être un faux. J'ai demandé à mademoiselle Atherton de comparer la signature à des papiers plus anciens. Et qu'a-t-elle dit ? Elle n'était pas sûre. Elle a dit que ça avait l'air authentique, mais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle a demandé plus de temps. Miss Marple.
prit délicatement le dossier et l'ouvrit. Le testament était court, seulement 3 pages. La signature finale disait « Eleanor Ashcombe, mai 1949 ». L'encre était légèrement passée, mais les boucles et les ondulations étaient là, gracieuses, travaillées et élégantes. Miss Marple la contempla un long moment, puis se tourna vers le bureau et ouvrit un petit tiroir. À l'intérieur, elle trouva une lettre qu'Eleanor avait écrite près de 10 ans plus tôt. Une invitation à une fête de village, rien de remarquable. Mais la signature était identique. « Puis-je garder ça 1 heure ?» demanda Miss Marple. Giles hésita. « Oui, mais attention, c'est le seul exemplaire. » Miss Marple emballa soigneusement le testament et retourna à son cottage dans le brouillard matinal. Elle n'y entra pas directement, mais fit un petit détour par une maison proche du presbytère, celle de Miss Winifred Cutler, ancienne professeure de calligraphie du village et experte en analyse graphologique, même si elle était rarement reconnue pour cela. À midi, les 2 femmes étaient assises dans la véranda de Winifred, le testament disposé entre elles. Winifred examinait la signature à la loupe. « Celui qui a fait ça était malin », dit-elle après un long silence. « Ils ont parfaitement imité la forme, mais pas la pression. Regardez, cette boucle sur le H tremble légèrement. Eleanor Ashcombe souffrait d'un problème à la main droite. Je lui ai appris moi-même. Elle appuyait toujours trop fort sur ses mouvements, descendant pour compenser. Mais cette main était trop stable, trop régulière. Donc la signature est falsifiée, dit Miss Marple. Winifred hocha la tête. Oui, par quelqu'un de très expérimenté. Miss Marple rangea le testament dans son sac. Ce qui signifie que le véritable 2e testament, s'il a existé, a probablement été détruit. Ou volé. Elle retourna à Greystone juste au moment où la pluie redoublait d'intensité. Le manoir semblait plus sombre, comme si les fenêtres commençaient à s'affaisser sous le poids de leurs secrets. Elle trouva l'inspecteur Vane déjà là, debout dans le couloir devant la chambre de Liliane, la mâchoire serrée. « Elle est partie », dit-il sans préambule. « Elle s'est éclipsée hier soir. » Miss Marple soupira. « Elle n'est pas partie. Elle se cache juste. Elle est toujours sur le terrain. Qu'est-ce qui vous rend si sûr ? Parce qu'elle n'a pas fini ce qu'elle est venue faire ici. » Vane la regarda. « Et c'est quoi ça ? Shinnemar, pour prouver qu'elle est bien celle qu'elle prétend être. Ou du moins, pour s'assurer que personne ne prouve le contraire. » Ensemble, ils retournèrent au bureau, où Miss Marple déposa le faux testament sur la table. Elle raconta à Vane ce qu'elle avait appris de Winifred et ce que Giles avait avoué. « Donc le mobile était l'héritage, » murmura Vane. « C'est de ça qu'il s'agissait. Quelqu'un a falsifié le 2e testament pour manipuler la succession. » « Non, » corrigea Miss Marple. « C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Le faux testament ne visait pas à obtenir la succession, mais à justifier sa propriété actuelle. À faire croire que Giles avait volé quelque chose, alors qu'il n'en était rien. Quelqu'un voulait le faire passer pour le méchant. Quelqu'un qui pourrait alors devenir l'héritier légitime. Tu veux dire Liliane ? Ou quelqu'un agissant en son nom, dit doucement Miss Marple. Mais aucun faussaire ne travaille seul, inspecteur. Quelqu'un a fourni l'encre, le papier, les échantillons. Quelqu'un qui a eu accès au bureau d'Eleanor après sa mort. Ils se tournèrent tous les deux, lentement, vers la porte. Madame Ellison. Elle était la gouvernante depuis avant la mort d'Eleanor. Elle s'occupait des appartements privés, rangeait les affaires d'Eleanor et fermait même la chambre Magnolia. Ils la trouvèrent dans l'armoire à linge, pliant des draps avec un soin mécanique. Lorsqu'ils l'interrogèrent sur les papiers d'Eleanor, elle ne broncha pas. « J'ai tout rangé après les funérailles », dit-elle sèchement, « comme Monsieur Giles me l'avait demandé. »« As-tu détruit quelque chose ?»« Non. »« As-tu pris quelque chose ?» Une pause, presque imperceptible. « J'ai peut-être gardé quelques affaires. »« Pour la fille. Des lettres. Une photo. » Miss Marple s'avança. « Et le vrai 2e testament ?» Madame Ellison cligna des yeux. Il n'y avait pas de second testament. Miss Marple la regarda un long moment. « Merci. » Alors qu'il remontait le couloir, Miss Marple murmura. Elle dit la vérité. Le second testament n'a jamais existé. Tout le faux était basé sur des suppositions. La croyance de Miss Atherton, la culpabilité de Giles, le désespoir de Liliane. Mais quelqu'un l'a placé dans le coffre pour semer le doute. Vane hocha lentement la tête. « Alors qui a falsifié la signature ?»
Miss Marple s'arrêta devant le portrait au-dessus de la cheminée, la toile abîmée. Son regard se porta sur la signature qui avait été découpée. « Ah, Hawthorne !» dit-elle à voix haute. Ce n'était pas le nom de l'artiste. C'était un pseudonyme. Le pseudonyme d'Emile Keller. Il gagnait sa vie en falsifiant des documents. Et quelqu'un les a copiés. Sont de faux depuis lors. Vane la fixa du regard. « Tu veux dire qu'Emile Keller est toujours en vie ?»« Non, murmura Miss Marple. Je dis simplement que quelqu'un a trouvé son œuvre et s'en sert pour ressusciter ses crimes. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Liliane se tenait là, trempée et pâle, tremblante sous la pluie. Elle n'avait pas l'air effrayée, mais provocante. « Je l'ai trouvé, » dit-elle. « Le testament original. Il était caché dans la cabane du jardinier, dans une boîte à biscuits. » Elle a remis à Vane une enveloppe scellée. Il l'ouvrit lentement. Le testament à l'intérieur était presque identique au faux, mais la signature, cette fois, était correcte. La pression, la boucle, le défaut. « C'est réel, » murmura Vane. Miss Marple regarda Liliane. « Comment as-tu su où le trouver ?» Elle a hésité. « Je ne l'ai pas fait. J'ai deviné. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Tu t'en souviens ? Parce que celui qui avait caché l'original l'avait fait avec l'aide d'une fille. Une fille qui ne pouvait prétendre au nom de Keller ou de Parnell, mais qui s'était toujours souvenue de l'endroit où la boîte à biscuits était enterrée. » Liliane recula, la lèvre tremblante, et juste au moment où Vane tendait la main vers son bras, une voix retentit derrière eux. Non, c'était Giles. Il se tenait en haut des escaliers, pâle et résolu. « Elle n'a rien inventé, dit-il. Moi, si. » Et puis il est descendu dans le silence. L'orage grondait au-dessus de nos têtes. Et Miss Marple, enfin, comprit ce qui se cachait dans ce nom depuis toujours. Pas de culpabilité, mais la protection. Et cela leur coûterait tout. Chapitre 7. Le murmure entendu à travers le mur. La pluie recommença au crépuscule, tombant en longues nappes obliques qui balayaient les fenêtres du manoir et les zébraient comme des larmes. Le tonnerre grondait au-delà des haies, et les vieux ifs à l'orée du jardin pliaient sous le poids du vent et du temps. Greystone était plus sombre que jamais, comme si la tempête elle-même avait choisi de se nicher dans ses eaux. Les couloirs semblaient plus silencieux, non pas de paix, mais du silence particulier qui suit la révélation d'une vérité dangereuse. La confession de Giles Ashcombe, la veille, avait résonné dans la maisonnée, comme une pierre tombée dans l'eau calme. Il avait revendiqué la falsification du Second Testament, mais Miss Marple savait quelque chose qu'il ignorait. Il mentait. Non par malveillance, mais par protection, pour quelqu'un. Peut-être Liliane, peut-être même Eleanor. Mais la vérité n'avait pas encore été dite. Elle n'avait été que murmurée, et quelqu'un l'avait entendue. La découverte ne se fit pas en plein jour, mais à l'heure étrange qui précéda minuit. Miss Marple était revenue d'un au manoir, appelée par un mot déposé sous la porte de son cottage. Toujours non signé, toujours écrit de la même écriture tremblante et bouclée. « Venez à la crèche. N'amenez pas l'inspecteur. » La demande était étrange. L'emplacement l'était encore plus. La crèche de Greystone n'avait pas été utilisée depuis plus de 20 ans, depuis la fausse couche d'Eleanor et la longue maladie silencieuse qui avait suivi. La pièce avait été fermée à clé et laissée à l'abandon. C'était, de la vie générale, un vestige du deuil. Mais Miss Marple, toujours prudente et précise, arriva promptement, escortée par une Madame Ellison réticente, qui tâtonna avec les clés jusqu'à ce que la porte s'ouvre en grinçant. La chambre d'enfant sentait la lavande et la naphtaline. L'air était vicié, comme si la pièce elle-même avait retenu son souffle. De vieux jouets étaient soigneusement rangés sur les étagères. Des cubes de bois, un cheval à bascule défraîchi, une poupée de porcelaine ébréchée avec un œil vitreux. Les rideaux étaient tirés depuis des années. Et lorsque Miss Marple les ouvrit, la lumière de la pluie révéla quelque chose d'inattendu. Le mur au-dessus du berceau présentait une légère décoloration, plus claire que la peinture environnante, en forme de rectangle. Un tableau y avait autrefois été accroché, récemment retiré. Elle ne dit rien à Madame Ellison, mais demanda à être seule quelques minutes. La gouvernante hésita, puis se retira. Miss Marple écouta. Non seulement la pièce, mais la maison, environnante. Les craquements discrets du bois qui bougeait,
le clapotis lointain de la pluie sur la vitre de la véranda, et autre chose, un murmure, très faible, si faible qu'on aurait pu le prendre pour du vent. Mais ce n'était pas du vent, c'était des mots. Venant du mur, elle s'approcha de la tache décolorée et colla son oreille contre le lambris. La voix résonna, plus claire. 2 personnes, celle d'un homme et celle d'une femme, pressante, étouffée, parlant à travers le mur. Si elle le découvre, nous avons dépassé ce stade maintenant. Elle ne sait pas tout. Elle en sait assez. Miss Marple plissa les yeux. Le bruit n'était pas un écho. Cela se passait maintenant, dans la pièce attenante. La lingerie, fermée et inutilisée. Elle se déplaça rapidement et silencieusement, se glissa dans le couloir et fit le tour. La porte de la lingerie était déverrouillée. Elle l'entr'ouvrit d'un pouce. À l'intérieur, les voix s'arrêtèrent. Le silence revint comme un tiroir, claqué. Elle attendit, le cœur battant, avant d'ouvrir la porte en grand. La pièce était vide, ou presque. Un panneau du mur du fond était entrouvert, astucieusement conçu pour se fondre dans les étagères. Elle s'en approcha et regarda à travers. Un étroit vide sanitaire, juste assez large pour une personne, courait sur toute la longueur du mur du couloir. Un ancien passage d'écoute pour domestiques, sans doute utilisé à une époque où les ragots et les secrets avaient de la valeur. Et quelqu'un l'avait récemment réutilisé. Elle retourna à la chambre d'enfant et examina à nouveau le mur. Une légère entaille sous le lambris attira son attention. Elle appuya dessus et un petit carré s'ouvrit, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, elle trouva une page de registre et un fragment de toile. La page du registre contenait une liste de transactions financières, la plupart en français, datée de 1947. Une entrée était entourée à l'encre noire, Capel Vienne 1000 francs, C. Ursulum. Fragment de toile était arraché d'un tableau plus grand, juste un coin, mais le style était indubitable. Émile Keller, ou comme il l'avait signé en exil, A. Hawthorne. Miss Marple les mit tous les deux dans son sac à main et quitta la pièce. Le lendemain matin, elle rendit visite à l'inspecteur Vane avec les documents. Il examina attentivement le registre. « Cette écriture, dit-il lentement, correspond aux notes trouvées dans la valise d'Hugo Lawrence. »« Exactement, dit Miss Marple. Ce qui veut dire qu'Hugo n'était pas là pour se venger ou faire du chantage. Il était là pour récupérer quelque chose, ou protéger quelqu'un. Liliane, ou la vraie Liliane, dit-elle doucement. La fille dans la maison n'est pas celle qu'elle prétend être, mais la fille qu'elle prétend être non plus. » Vane fronça les sourcils. « Tu crois que la vraie Liliane est morte à Vienne ? » ?»« Je pense qu'elle ne l'a jamais quittée. Je pense que la fille élevée ici était son double, placée chez les Ashcombe pour protéger un secret lié à Keller. Peut-être même sa fille. Mais qui aurait pu orchestrer cela ? Miss Marple lui présenta le fragment de toile. L'auteur du faux portrait. L'auteur dont l'œuvre est disséminée à travers l'Europe dans des boîtes de contrefaçon. Émile Keller. Tu penses qu'il est encore en vie ? Non, répéta-t-elle. Mais un proche ne l'est pas. Et ce dernier utilise ses secrets pour éliminer tous ceux qui connaissent la vérité. Cet après-midi-là, Gilles Ashcombe fut retrouvé effondré dans la véranda, pâle et respirant à peine. Une bouteille de cognac gisait par terre à côté de lui, mais sans verre. Le cognac avait été mélangé au laudanum, suffisamment pour tuer, sans l'intervention d'une femme de chambre à l'œil vif venue apporter les fleurs. Gilles fut conduit d'urgence dans la chambre à l'étage. À son réveil, des heures plus tard, il refusait de parler. Mais sa main se tendit aveuglément vers Miss Marple, et dans sa paume, il pressa quelque chose dans la sienne. Une bague pour femme, sertie d'une seule perle noire. Elle l'avait déjà vue une fois, sur une photographie, portée par Eleanor Ashcombe. Miss Marple se rendit au salon et trouva Liliane assise en silence, regardant dans la cheminée. « Ta mère portait ça, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple en brandissant la bague. Liliane leva lentement les yeux. « Non, dit-elle d'une voix cassante. Pas ma mère. »« Alors, à qui était-ce » Silence. « Mon vrai nom, murmura Liliane, n'est pas Keller, ni Parnell. » Elle baissa les yeux. « C'est Christine. » Miss Marple s'agenouilla doucement à côté d'elle. « Christine, quoi ?» La fille croisa son regard, et il sourit, un sourire tragique et amer. « Christine Keller. »
Et puis, venant d'en haut, un cri a brisé le silence. Madame Ellison avait disparu, et une note a été trouvée cachée sous l'oreiller de Giles. On pouvait y lire « Tu n'aurais jamais dû la laisser rester. Maintenant, nous en payons tous les deux le denor prix. » La tempête, semblait-il, n'avait jamais quitté Greystone. Cela n'avait fait que s'enfoncer plus profondément sous terre. Chapitre 8. Le journal sous le plancher. Le lendemain de la disparition de Madame Ellison, le manoir Greystone était plongé dans un silence si épais que même le plancher semblait retenir son souffle. Une brume légère, venue des landes, s'accrochait aux fenêtres comme un secret qui refusait de se dissiper. Miss Marple arriva avant l'aube, les bottes humides de rosée, son écharpe serrée autour du cou. Elle n'avait pas dormi. Pas après que la jeune fille du salon, Christine Keller, eut murmuré son vrai nom. Pas après que Giles, à moitié empoisonné dans son lit, lui eut serré la bague de perles noires d'Elénor dans la main, le regard implorant sa compréhension. Et pas après que la gouvernante, au service des Ashcombe depuis près de 30 ans, eut disparu sans même un bruissement. Disparu, certes, mais pas disparu. Miss Marple en était certaine, car les lâches fuient, mais les protecteurs se cachent. Elle se dirigea vers l'aile est, où la salle Magnolia, fermée à clé depuis la mort d'Hugo Lawrence, exhalait encore l'air vicié de trop nombreuses journées de fermeture. L'inspecteur Van était déjà là, arpentant le manoir avec une frustration silencieuse. Une fouille du manoir n'avait révélé aucun signe de Madame Ellison. Aucune voiture n'avait été prise. Aucune empreinte de pas dans l'allée de gravier. C'était comme si la femme s'était glissée dans les murs. Et peut-être, pensa Miss Marple d'une certaine manière, les vieilles maisons comme Greystone avaient plus que des pièces. Elles avaient des endroits que l'on oubliait, des vides sanitaires, des couloirs de service, des cheminées à charbon murées. Des espaces où la vérité était littéralement enfouie sous nos pieds. Debout près de la cheminée, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le tapis avait été déplacé, légèrement, juste assez pour que la frange d'un côté ne soit plus alignée avec le bord de l'âtre. Ses yeux se plissèrent. Elle s'agenouilla lentement et souleva le coin. En dessous, les panneaux de bois étaient dépareillés. De légères rayures courbaient une planche, comme si elle avait été ouverte récemment. Elle fouilla dans son sac à main, en sortit son aiguille à tricoter et la glissa dans l'espace. Avec un grincement sec, la planche se souleva. De la poussière, puis un petit paquet enveloppé de toile cirée se blottit dans la cavité. Elle le dégagea et dénoua délicatement la ficelle. À l'intérieur, un journal intime. Financial, relié en cuir, vieux. L'inspecteur Vane s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle n'a pas répondu. Pas encore. Elle ouvrit la première page. L'encre était passée. Une écriture soignée et bouclée. C'était celle d'Elénor Ashcombe. Les entrées commencèrent en 1945, peu après la guerre. Au début, elles étaient banales. Notes de jardin, nom d'invité, pensées futiles. Mais le ton changea. Dans l'une d'elles, Elénor mentionna un visiteur viennois, Émile Keller. Elle écrivit qu'il était arrivé en secret, amenant avec lui une jeune fille et une promesse. Une autre entrée, Christine ne doit jamais connaître la vérité. Elle est plus en sécurité ici, sous notre nom. Les pages suivantes s'assombrirent. Éléonore craignait qu'Émile ne soit traqué, que ses talents de falsificateur de documents aient attiré l'attention d'hommes qui voulaient désormais plus que de simples papiers. Il y avait des références au docteur Capel. Une réunion à Paris. Et enfin, une phrase glaçante, écrite d'une écriture tremblante. « S'il ne revient pas d'ici le 30, je cacherai le journal et l'acte de naissance ensemble. Elle en aura besoin un jour. Peut-être quand je serai parti. » Miss Marple tourna la page jusqu'à la dernière. Pas de signature, juste une fleur pressée. Un Edelweiss. La vraie fleur de naissance de Christine. Elle leva les yeux. « Il n'a jamais été question d'héritage, » dit-elle doucement. Il s'agissait d'effacer. Quelqu'un a voulu effacer la véritable identité de Christine, non pas pour la discréditer, mais pour la protéger de quelque chose, ou de quelqu'un, de dangereux. Vane fronça les sourcils. Mais qui irait jusque-là maintenant? Elle referma doucement le journal. Quelqu'un qui craint que le passé de la jeune fille ne ressurgisse. Quelqu'un qui a connu Émile Keller, peut-être même travaillé avec lui, et qui craint maintenant d'être exposé. En bas,
la cloche du manoir sonna. Un messager était « Arrivé ». Une lettre pour Giles, non signée. Van la lut à voix haute. « Tu n'es pas le seul à pouvoir forger un nom. Si elle parle, elle meurt. Brûle ce qui reste. Tu sais ce qu'il faut faire. » Les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent. Ils essaient de forcer Giles à détruire le journal. Elle glissa le livre dans son sac à main et se leva. « Il faut qu'on retrouve Madame Ellison, tout de suite. » Ils recommencèrent leurs recherches, cette fois de l'intérieur vers l'extérieur. L'escalier de Misonziondes service descendait dans la vieille cave à vin, puis dans le grenier à charbon. C'est là, derrière un faux panneau mural servant à entreposer le bois de chauffage, qu'ils la trouvèrent. Enveloppée dans une couverture de laine, inconsciente mais respirant. Son bras était bandé avec son propre tablier et un marteau ensanglanté gisait à côté d'elle. Elle avait été frappée, peut-être par quelqu'un qu'elle avait surpris en train de fouiller la bibliothèque ou le bureau. Miss Marple s'agenouilla près, d'elle pressa son pouls et murmura doucement. « Tu en as assez fait, ma chère. On s'occupe du reste. » Cette nuit-là, tandis que Madame Ellison se reposait sous surveillance dans la chambre d'enfant et que le reste de la maison était immobile, Mademoiselle Marple emmena Christine au salon. Elle lui tendit le journal sans un mot. La jeune fille lut en silence, la lueur du feu vacillant sur son visage. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était plus assurée que jamais. « Elle a menti pour me protéger, dit-elle. »« Eleanor. » Miss Marple hocha la tête. « Elle l'a fait. Et Giles a essayé de te protéger aussi, même au prix de sa propre réputation. » Christine baissa les yeux. « Mais qui essaie de m'arrêter maintenant ?»« C'est là, dit doucement Miss Marple, la vérité ultime que nous n'avons pas encore découverte. » Juste à ce moment-là, on frappa doucement à la porte-fenêtre. Christine se retourna, surprise. Miss Marple se leva, traversa la pièce et tira le rideau. Dehors se tenait un homme, vêtu d'un trench coat mouillé, un chapeau contre sa poitrine. Son visage était maigre, ses yeux enfoncés, mais son visage était indéniablement familier. Christine retint son souffle. « C'est lui, celui du tableau. » Miss Marple se retourna brusquement. « Vous en êtes certaine ?»« Oui, mais il était censé être mort. » L'homme dehors frappa à nouveau, plus fort cette fois. L'inspecteur Vane apparut derrière eux, arme au poing. « Reculez !» Mais Miss Marple, toujours calme, se dirigea vers la porte. Elle l'a ouvert. Et l'homme dit « Je m'appelle Anselm Keller. Je suis venu pour ma fille. » Christine a crié. Miss Marple s'interposa entre eux. « Non, dit-elle, tu n'es pas son père. Tu es son frère. » Les yeux de l'homme brillèrent. « Prouve-le. » « Je n'en ai pas besoin, dit-elle, parce que le véritable Émile Keller est mort en 1948. J'ai une entrée de journal intime qui le prouve. Et vous, monsieur, vous utilisez son identité pour effacer votre passé depuis. » Vane s'avança. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Hugo Lawrence et de Margaret Atherton. » Keller a essayé de courir. Il n'a pas atteint la haie. Et dans le silence qui suivit, Christine s'agenouilla à côté de Miss Marple, des larmes coulant sur son visage. « Je n'ai jamais su qui j'étais. » Miss Marple lui prit doucement la main. « Mais maintenant, tu le fais. » Et c'était une vérité que personne ne pouvait effacer, pas même les fantômes sous le plancher. Chapitre 9. Le piège derrière la porte du jardin. La pluie avait cessé, mais la terre pleurait encore. Le jardin de Greystone Manor était trempé. Les allées de pierre glissantes de mousse et les parterres de fleurs affaissés par des semaines d'orage incessants. L'air était lourd du parfum des pétales de rose trempés, des feuilles pourries et de la faible trace métallique de secret sur le point d'émerger. Il était tôt le matin, trop tôt pour le petit déjeuner, trop tard pour dire que c'était la nuit. Et Miss Marple se tenait, seule près du portail qui menait à la haie sud. Ses bottes s'enfonçaient doucement dans l'herbe mouillée, tandis qu'elle fixait le loquet en fer rouillé. Le portail n'avait pas été ouvert depuis des années. Et pourtant, quelqu'un l'avait huilé récemment. Tout avait commencé par un simple fil conducteur, un détail qu'elle n'avait pas remarqué au premier abord. Dans le journal intime qu'Eleanor Ashcombe avait caché sous le plancher, il y avait une entrée datée du 2 septembre 1947. « S'il arrive quelque chose, il m'a dit de le retrouver près de l'Arche aux Roses, derrière le portail. Il croit toujours que c'est sûr. Je n'en suis pas si sûr.
À l'époque, Miss Marple avait supposé qu'il s'agissait d'Emile Keller, ou de l'homme qui se révélerait plus tard être son frère, Anselm. Mais après son arrestation et ses aveux la nuit précédente, quelque chose continuait de la ronger. Si Anselm avait tué pour protéger une fausse bague enfouie depuis longtemps, pourquoi était-il revenu après tant d'années pour retrouver Christine? Qu'est-ce qu'il avait vraiment amené à Greystone? Et surtout, qui l'avait aidé? Car même un homme aussi prudent qu'Anselm Keller ne pouvait pas avoir connaissance du journal. Il ne pouvait pas savoir que Christine était toujours en vie et vivait sous le nom de Liliane. Cette information devait venir de quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui avait gardé le silence pendant tout ce temps. Et maintenant qu'Anselm était en garde à vue, cette personne aurait peur, peut-être assez pour fuir, ou assez pour tuer à nouveau. Miss Marple passa légèrement ses doigts sur le haut du loquet en fer. Il portait une légère trace de quelque chose de sombre, de la graisse peut-être, ou du sang. Elle examina ensuite les gonds. Quelqu'un les avait manipulés au cours des dernières 48 heures. Elle testa le loquet et le portail s'ouvrit dans un grincement presque silencieux. Au-delà, un étroit sentier s'étendait entre deux hautes haies, envahies par la végétation est sauvage, mais pas impraticable. Et juste au-delà, niché dans l'angle du mur sud du jardin, se dressait un vieux banc en bois et une arche en briques délabrées, enveloppée de rosiers en sommeil, une cachette parfaite, ou un piège parfait. Elle se retourna vers la maison juste au moment où Giles Ashcombe apparut sur les marches de pierre, s'appuyant lourdement sur une canne, sa silhouette plus fragile qu'elle ne l'était il y a seulement une semaine. « Tu es debout tôt », appela-t-il doucement. Miss Marple hocha légèrement la tête. De vieilles habitudes. Le lève-tôt, comme on dit. Giles marchait lentement pour la rencontrer, ses yeux suivant le chemin au-delà de la porte. « Je ne suis pas descendu par ici depuis des années, » murmura-t-il. Eleanor s'asseyait là tous les matins avec ses lettres. Jusqu'à ce que... Il s'interrompit, perdu dans une douleur intérieure. « A-t-elle déjà mentionné avoir rencontré quelqu'un là-bas » demanda doucement Miss Marple. Giles hésita. « Elle a rencontré un homme, une fois. Manteau sombre, étranger. Je pensais que c'était juste pour une affaire immobilière. Elle a dit que c'était à propos des études de Christine. Mais je crois qu'elle a menti. » Miss Marple posa une main sur son bras. « Tu l'aimais, même quand tu la soupçonnais de te cacher quelque chose. » Il hocha la tête d'un air entrecoupé. « Oui, et j'aimais Christine. Je l'aime toujours. » Elle l'observa. Il n'y avait aucune tromperie sur son visage, seulement de l'épuisement. Il avait trop longtemps souffert sous le poids de la loyauté. Il n'avait pas été le traître, mais quelqu'un d'autre l'avait fait. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Vane revint de Dorchester avec des nouvelles. Anselm Keller s'était échappé pendant son transport, disparu lors d'un contrôle routier truqué près de la route forestière. Le conducteur avait été retrouvé ligoté et inconscient dans le fossé. Keller avait disparu, et il n'était pas parti seul. Madame Ellison avait de nouveau disparu. C'est Vane qui l'a dit en premier. « Elle l'aide » Miss Marple secoua la tête. « Pas utile, je suis... » Vane fronça les sourcils. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'Eleanor lui a dit quelque chose qu'elle a gardé toutes ces années, et parce que Christine n'était pas la seule qu'Eleanor essayait de protéger. Vane parut perplexe. « Tu parles de Giles ?»« Non, » dit doucement Miss Marple. « Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'encore plus proche d'elle. » Ce soir-là, alors que les dernières lueurs du jour commençaient à s'estomper, Miss Marple rassembla la maisonnée dans le salon. Giles, pâle mais résolu. Christine, calme mais alerte. Vane se tenait près de l'âtre, son revolver caché dans son manteau. Madame Ellison était toujours absente. Keller était toujours en fuite. Et quelqu'un dans la maison avait préparé le terrain pour une ultime rencontre, celle qu'Eleanor avait autrefois redoutée. « J'ai trouvé quelque chose ce matin. » commença Miss Marple. « Qui pourrait vous intéresser tous. » Elle brandit un petit bout de papier, arraché au journal. Il n'y avait que 3 mots dessus. La porte du jardin. Giles cligna des yeux. « Mais nous avons scellé ce journal. »« J'en ai fait une copie, » dit calmement Miss Marple, avant de remettre l'original à l'inspecteur. Christine se pencha en avant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Cela signifie que quelqu'un croyait encore en ce lieu de rencontre, et que quelqu'un d'autre avait l'intention de l'utiliser ce soir. Elle se tourna vers Vane. «
Vos hommes sont-ils postés? Il hocha la tête. Le long du mur sud. Personne n'entrera, ni ne sortira, sans que nous le voyions. Bien, dit-elle. Alors, on va déclencher le piège. À 9 heures précises, Miss Marple retourna au portail. La pluie avait recommencé, une fine bruine, embuant les haies et faisant miroiter l'herbe. Elle franchit la porte et s'assit sur le banc sous l'arche de rose, là même où Eleanor attendait autrefois quelqu'un qui ne revenait jamais. Et tandis que le vent tournait à travers les arbres, elle l'entendit de nouveau. Des pas, doux, attention. Puis une silhouette entra dans la clairière. Pas Madame Ellison, pas Keller, mais Ivy Jenkins, l'ancienne femme de chambre, celui qui était revenu au manoir il y a 2 semaines, prétendant rapporter une broche réparée. Miss Marple se leva lentement. « Je me demandais quand tu viendrais. » Ivy se figea, le visage pâle comme la pierre. « Tu ne sais rien. Je sais que vous avez travaillé pour Eleanor jusqu'à l'année de sa mort. Je sais que vous êtes parti brutalement. Et je sais que vous étiez à Vienne en 1947. J'ai trouvé votre nom dans le registre. Un paiement, une signature. » Ivy recula. « Tu ne peux rien prouver. » « Anselm Keller, oui, s'il est encore en vie. » Elle se précipita, mais les hommes de Vane quittèrent les haies avant qu'elle ne puisse se retourner. Le piège s'était refermé. À l'intérieur de la maison, Christine regardait par la fenêtre et vit être emmenée menottée. Elle se tourna vers Miss Marple en entrant. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Miss Marple s'assit à côté d'elle. « Parce qu'Ivy aimait Eleanor, mais Eleanor ne l'a jamais aimée en retour. Et quand Eleanor a choisi d'élever Christine, Ivy a été renvoyée. Oubliée, elle a gardé cette trahison pendant des décennies. Quand Keller a refait surface, elle a vu une occasion de se venger, un moyen de révéler l'enfant qu'Eleanor aimait. Et, peut-être, à sa manière perverse, de récupérer ce qu'elle croyait lui avoir été volé. » Christine était silencieuse. Puis doucement, elle dit « Je ne sais plus qui je suis. » Miss Marple lui prit la main. « Tu es celui qu'Eleanor croyait que tu pouvais être. » Et cela, finalement, fut suffisant. Mais dehors, dans l'ombre au-delà de la haie, une deuxième série d'empreintes subsistait. Trop grand pour Ivy, trop récent, et une porte restait encore ouverte, en attendant. Chapitre 10. Le mensonge. Cousu dans son ourlet. Le brouillard revint avant l'aube, lourd et aigre, imprégné d'un parfum de mousse humide et de lavande en décomposition. Le manoir Greystone était immobile, enseveli dans le silence matinal d'un dimanche matin, même si aucun repos ne régnait entre ses murs. Miss Marple se tenait près de la fenêtre du salon, regardant les gouttes couler sur les vitres comme de lentes larmes. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais du froid d'une conclusion imminente. Le son. Piège derrière le portail du jardin avait réussi. Ivy Jenkins était désormais en détention, ses motivations révélées au grand jour. Et pourtant, quelque chose refusait de se calmer. Un fil continuait de s'effilocher quelque part dans la trame de l'histoire, tirant doucement sur la trame de tout ce qui s'était passé. Et comme toujours, cela avait quelque chose à voir avec ce qui était usé et ce qui était caché. À 8 heures, une femme de chambre nommée Nora apporta du thé au salon et fit une remarque étrange en passant. Christine était sortie tôt ce matin-là, seule, et était revenue à peine 10 minutes plus tôt, trempée et essoufflée. Nora dit qu'elle serrait quelque chose dans son châle, quelque chose plié et enveloppé dans de la toile cirée. Miss Marple la remercia d'un léger hochement de tête et se dirigea vers le grand escalier. La chambre de Christine était tout en haut, nichée dans le coin nord de la maison. Lorsqu'elle frappa, personne ne répondit. Elle frappa de nouveau, plus fort. Après un long silence, la porte s'ouvrit en grinçant. Christine se tenait là, pâle comme la craie, les cheveux humides et emmêlés, le regard vitreux, empreint de quelque chose de plus que de fatigue. « Je marchais, » dit-elle rapidement. « Je marchais, tout simplement. Je n'arrivais pas à dormir. » Miss Marple hocha la tête. « C'est une matinée propice à la réflexion, et les secrets ont tendance à peser lourd la nuit. » Les lèvres de Christine s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. « Puis-je entrer ?» demanda doucement Miss Marple. Christine hésita, puis s'écarta. La chambre était modeste, sans prétention. Une seule valise était ouverte sur le lit, à moitié pleine. Sur une chaise voisine se trouvait le paquet enveloppé de toile cirée.
Miss Marple s'en approcha lentement. « Qu'as-tu trouvé, ma chère ?» Christine ne bougea pas. Miss Marple déplia le tissu. À l'intérieur se trouvait une robe simple, d'un bleu délavé, doublée de satin. Une robe d'enfant. Pas de confection anglaise, mais continentale. Austro-hongroise peut-être. Les coutures étaient irrégulières, faites à la main à la hâte. Et à l'ourlet, là où la doublure intérieure avait été maladroitement recousue, quelque chose de rigide était coincé entre les plis. Miss Marple prit ses petits ciseaux, toujours présents dans son sac à main, et coupa soigneusement le fil. La doublure s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une page pliée, cassante et décolorée par le temps. Elle l'ouvrit lentement. Il s'agissait d'un acte de naissance. Le nom, Christine Margaret Capel. Mère, Anna Capel. Père, nom non divulgué. Le souffle de Christine se coupa. « Je ne le savais pas, murmura-t-elle. Jusqu'à hier soir. » Miss Marple était assise sur le bord du lit. « J'ai trouvé la robe il y a des semaines, » continua Christine, « dans une malle derrière le mur du grenier. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je pensais qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Mais ensuite, Ivy, elle a dit quelque chose avant d'être enlevée. Elle a dit, elle l'a gardée dans son ourlet comme une nonne cache sa culpabilité. J'ai alors su ce que je devais chercher. » Miss Marple hocha lentement la tête, sans cesser d'étudier le document. Anna Capel était la sœur d'Émile. La voix de Christine se brisa. « Il a falsifié les papiers pour faire de moi sa fille. Et Eleanor t'a élevée parce qu'Anna était mourante, » dit Miss Marple. « Mourante, ou déjà morte. » La fille hocha la tête en s'essuyant les yeux. Elle voulait que je sois en sécurité. Elle voulait que je sois caché. Miss Marple plia le document et le remit dans le tissu. « Quelqu'un d'autre le savait déjà, » dit-elle doucement. « Et il joue depuis longtemps, n'est-ce pas ?» Christine soutint son regard. « Tu veux dire Giles ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle se leva et alla jusqu'au bureau. Un tiroir était légèrement entrouvert. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, partiellement froissée et non signée. « Si la vérité éclate, tu perds tout. Le nom, l'argent, la protection. Ne te laisse pas tromper par la gentillesse, Christine. On ne donne pas sans recevoir. » Miss Marple se retourna. « Avez-vous montré ça à quelqu'un ?» Christine secoua la tête. « On l'a glissé sous ma porte il y a 3 jours. » Miss Marple glissa la note dans son sac à main. « Ce texte n'a pas été écrit par quelqu'un qui protège un héritage, » a-t-elle déclaré. « Il a été écrit par quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle. » Cet après-midi-là, Miss Marple retourna au grenier. La robe était venue de quelque part, et elle comptait bien retrouver ce qui avait été laissé derrière. La pièce était sombre et exiguë, la poussière si épaisse qu'elle recouvrait les poutres comme du velours. Elle alluma la vieille lampe à huile et commença ses recherches. Derrière un panneau près de la cheminée, elle découvrit la malle, telle que Christine l'avait décrite. À l'intérieur se trouvaient des livres pour enfants, en allemand, une brosse à cheveux ternie et une photographie. On y voyait Anna Capel avec un bébé dans les bras. Elle paraissait fatiguée, mais sereine. Et à côté d'elle, floue au bord, se tenait Eleanor Ashcombe, plus jeune, souriante. Au dos de la photo, il y avait un seul mot écrit de la main d'Eleanor, le mien. Au crépuscule, le vent se leva, faisant claquer les volets. L'orage revenait. Miss Marple s'assit avec l'inspecteur Vane dans le bureau et lui exposa ses conclusions. « La vérité ne se résume plus au meurtre, dit-elle. C'est une question d'identité. Christine n'est pas la fille d'Émile, c'est sa nièce, mais il l'a revendiquée comme sienne pour la protéger des mêmes ennemis qui le traquaient. » Vane fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que ça signifie pour le domaine ?»« Rien, » répondit Miss Marple. « Légalement, Eleanor l'a adoptée. Giles a signé les papiers. L'héritage est valable. » « Alors qui essaie encore de lui faire du mal ?» Miss Marple se tourna vers la fenêtre. « Quelqu'un qui veut le nom, la maison, mais pas la fille. » Plus tard dans la soirée, Giles demanda à parler à Miss Marple en tête-à-tête. Elle le retrouva dans la bibliothèque, où le feu était éteint depuis longtemps. Il paraissait plus vieux que jamais, vide, recroquevillé sur sa chaise. « Je veux avouer quelque chose, » dit-il. « Elle a attendu. Je savais qu'Anna était la vraie mère de Christine. Eleanor me l'a dit sur son lit de mort. Mais j'ai accepté le mensonge. J'ai signé les papiers parce que c'était plus facile.
Plus facile de laisser croire qu'elle était la fille d'Émile, et non d'Anna. Moins de scandale. Et Anselme? Je le croyais mort. On le croyait tous les deux. Miss Marple l'observa. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais pas de tromperie. Est-ce toi qui as écrit la lettre? Il cligna des yeux. Quelle lettre? Celui qui s'est glissé sous la porte de Christine. Il secoua lentement la tête. C'est tout ce qui me reste, Miss Marple. Elle le croyait. Mais quelqu'un d'autre l'avait écrit, et quelqu'un d'autre était entré dans ce grenier. Cette nuit-là, juste après minuit, Christine a crié. Le manoir s'illumina comme une scène. Les portes s'ouvrirent brusquement. Van se précipita dans le couloir, revolver au poing. Christine se tenait en haut des escaliers, tremblante, sa robe déchirée à l'épaule. « Il était dans ma chambre » haleta-t-elle. « Il me regardait. Je l'ai vu courir. » Ils ont fouillé la maison du haut jusqu'à la cave, mais personne n'a été trouvé. Mais sur le sol près du lit de Christine se trouvait quelque chose d'indéniable. Un ourlet déchiré, maculé de sang frais. Et dans la main de Christine se trouvait un bouton, orient orné, portant le blason du premier propriétaire de Greystone. Un qui n'est cousu sur la livrée d'aucun serviteur. Mais passons maintenant à la robe de chambre de Giles Ashcombe. Miss Marple le fixa pendant un long moment. Puis il se tourna vers Vane et dit « Verrouillez les portes. Personne ne sort. Demain, on termine ça. » Et à l'étage, derrière l'armoire fissurée, quelqu'un respirait, très doucement. Et j'ai attendu. Chapitre 11. Le nom gravé derrière l'horloge. L'orage revint peu après 3 heures du matin. La pluie frappait aux fenêtres à un rythme régulier et impitoyable, comme un coup frappé en catimini pour entrer. Le tonnerre grondait au-dessus du manoir Greystone, lourd et menaçant, comme si la maison elle-même était sur le point de se souvenir de quelque chose, qu'elle avait longtemps tenté d'oublier. Les couloirs gémissaient sous le poids de la tension qui s'accumulait depuis des jours. Meurtre, faux, trahison, et l'identité incertaine de celle qui se faisait appeler Christine. Quelque part entre ces murs, quelqu'un observait encore, écoutait encore, attendait encore que le dernier fil soit coupé. Miss Marple n'avait pas fermé l'œil. Elle était restée assise des heures dans sa chambre, une bougie allumée, le bouton trouvé dans la main de Christine, posé devant elle. Un bouton en or aux armoiries des Ashcombe, arraché à une robe de chambre qui appartenait, sans aucun doute, à Giles. Mais Giles n'était pas le tueur. Elle le savait au plus profond d'elle-même. Quelqu'un d'autre portait ses vêtements. Quelqu'un qui avait traversé le manoir en silence, échappant aux soupçons non pas en se cachant, mais en faisant semblant d'appartenir au manoir. À l'aube, elle se leva et s'habilla sans cérémonie. Son instinct, aiguisé par les moindres détails, une boutonnière ratée, une boucle d'oreille dépareillée, un mensonge dit avec trop de douceur, l'avait ramenée au seul endroit du manoir qui n'avait jamais cessé de murmurer, le grand couloir. L'endroit où la vieille horloge de parquet se tenait en perpétuelle incertitude, sonnant seulement une fois par jour à 5h05. Elle avait déjà été ouverte, des semaines auparavant, lorsque le portrait au visage manquant avait été découvert caché derrière son panneau intérieur. Mais Miss Marple avait une pensée persistante, quelque chose qui ne la quittait pas. Le mot, trouvé sur le pas de sa porte des semaines auparavant, disait simplement « Vérifie l'heure ». Et elle l'avait fait, mais une seule fois. Cette fois, elle apporta une lampe. D'une main experte, elle ouvrit le cadran de l'horloge, écartant délicatement le pendule. Il oscille à contre-cœur, comme un vieil homme qui s'éveille. À l'intérieur, la poussière s'accrochait au coin en toile grise. Elle examina le boîtier en bois, intérieur effleurant légèrement la surface de sa main gantée. Et là, sous le mécanisme du carillon, presque invisible dans le veinage du bois, se trouvait un nom, gravé d'une petite écriture pointue, à peine plus profonde qu'un souffle. Anna. Pas Eleanor, pas Christine. Anna. Elle se pencha plus près, son souffle s'arrêtant lorsqu'elle réalisa qu'il y avait des mots en dessous. Plus faibles, plus anciens. Anna Capel était là. Juillet 1947. Ne faites confiance à personne, sauf à Eleanor. Miss Marple ferma brièvement les yeux. Le message était resté caché ici, intact, pendant près de 2 décennies. Anna, la vraie mère de Christine, était venue dans cette maison, dans ce même hall.
et elle avait laissé derrière elle non pas un cri, ni une supplication, mais un avertissement. Elle se dépêcha de retrouver l'inspecteur Vane, qui faisait déjà les 100 pas près de la salle à manger, les yeux cernés et la frustration figée dans sa posture. « J'ai relu les déclarations de chacun », dit-il avant qu'elle ne puisse parler. « Giles refuse de parler, Christine est en larmes. Madame Ellison a toujours disparu, et le bouton... » « Le bouton était planté, » dit Miss Marple d'un ton neutre, « pour nous indiquer Giles, mais il ne venait pas de sa robe. » Vane fronça les sourcils. « Mais la crête... » « Oui, l'écusson est authentique, mais le fil encore attaché au bouton ne l'est pas. Il provient d'un vêtement plus ancien, et je crois savoir d'où il vient. » Elle le conduisit dans l'escalier passant devant la salle Magnolia, jusqu'au second couloir des domestiques, derrière le placard à linge. Au fond se trouvait une armoire de rangement, oubliée depuis longtemps et laissée entr'ouverte. Elle l'ouvrit en grand. À l'intérieur était suspendu un seul manteau, épais, en laine noire, doublé de satin et ancien. Le blason manquait au revers. L'emplacement du bouton était nu, avec un fil qui pendait encore. Van l'examina. « Ce manteau n'a pas été porté depuis des années. »« Non, » dit Miss Marple, « mais il a été emporté. Quelqu'un l'a gardé précisément pour y planter ce bouton, sachant que nous reconnaîtrions le blason. Et le but ? Pour piéger Giles, pour s'assurer que les soupçons se tournent vers l'intérieur. » Elle se tourna vers lui. « Mais le véritable meurtrier est quelqu'un qui efface les noms depuis le début. » Il plissa les yeux. « Tu crois qu'il y a encore quelqu'un ici ? » « Je pense, » dit-elle doucement, « que c'est quelqu'un que nous pensions tous avoir déjà disparu. » La femme de ménage, Nora, apparut soudainement au bout du couloir, le visage pâle, le souffle court. « Il y a quelqu'un dans le vieux clocher, » dit-elle. « J'ai vu une lumière. » Miss Marple sentit son estomac se retourner. Le clocher était scellé depuis des décennies, depuis la guerre. L'escalier menant à l'étage s'effondrait et était étouffé par la poussière, et la tour elle-même était devenue un nid d'oiseaux et de silence. Mais quelqu'un avait réussi à y revenir. Quelqu'un qui savait où se cacher. Lorsque Van et 2 agents enfoncèrent la porte rouillée, la lumière avait disparu. Mais des traces de pas marquaient la poussière. Et près du sommet, sous une latte de parquet cassée, ils trouvèrent le lit de fortune, des couvertures, une valise cabossée et une pile de vieilles lettres reliées par de la ficelle. Les lettres portaient un nom sur chaque enveloppe. Christine. Miss Marple s'agenouilla et ouvrit celui du haut. L'écriture était tremblante, mais familière. « J'ai promis à ta mère de te protéger, mais je n'ai pas pu les arrêter. Pas tous. Keller n'était qu'un seul membre. Eleanor connaissait les autres. Moi aussi. Mais je suis resté silencieux. Parce que si j'avais dit la vérité, tu aurais été emmené d'ici. Et elle ne le voulait pas. Pardonne-moi. M.E. Vane regarda par-dessus son épaule. Moi ? La voix de Miss Marple n'était qu'un murmure. Margaret Ellison. Et soudain, tout s'est mis en place. Les disparitions, les silences, les dérobades. Margaret Ellison n'avait pas fui. Elle s'était cachée pour protéger une vérité depuis longtemps enfouie. Elle connaissait la vérité sur la naissance de Christine, la mort d'Anna et le faux héritage qu'Emile Keller avait construit. Elle avait aidé Eleanor à l'enterrer. Et depuis, quelqu'un la traquait. « Elle est toujours là, » dit soudain Miss Marple en se levant. « Elle n'est jamais partie. » Elle essaie de transmettre quelque chose à Christine. Quelque chose que Keller n'a jamais trouvé. Ils se précipitèrent vers la chambre de Christine, mais la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, vide. Aucun signe de lutte. Mais la fenêtre était ouverte. Le vent faisait voltiger les rideaux, comme des doigts désespérés s'enfonçant dans la tempête. Et sur le lit, laissé délibérément à la vue de tous, se trouvait une broche, une perle noire. Chez Éléonore. Christine était partie, et derrière l'horloge, le nom Anna attendait. Pas oublié. J'attends juste une réponse. Chapitre 12. Le meurtrier qui a écrit son nom. À la tombée de la nuit, la tempête avait atteint un crescendo furieux, s'abattant sur les vitraux du manoir Greystone avec une telle violence que les carreaux grinçaient dans leur châssis. À l'intérieur, chaque pièce retenait son souffle. La pluie ruisselait sur les pignons, trempant les murs jonchés de lierre, et les allées du jardin s'étaient transformées en rivières de boue noire. Quelque part sous le toit, Miss Marple avançait silencieusement dans les
Couloirs obscurs, le regard plus alerte que jamais, ses pas prudents sur le vieux plancher. Christine avait disparu. Margaret Ellison était toujours introuvable. Et dans le clocher du grenier, un trésor de vieilles lettres avait révélé ce que chacun avait tenté d'enfouir. Des secrets sur Anna Capel, sur Eleanor Ashcombe, sur Christine elle-même. Mais même maintenant, quelque chose restait inexprimé. Quelque chose de tranchant et de définitif. Et cela allait surgir. La première découverte ne se fit pas dans le jardin ni dans la tour, mais derrière les boiseries du salon de musique, dissimulée entre deux lattes où le sol se déformait vers l'âtre. Une femme de ménage, balayant pendant la brève accalmie, remarqua un étrange écho sous son balai. L'inspecteur Vane fut immédiatement appelé. Avec Miss Marple, il souleva le bois avec un pied de biche. En dessous se trouvait un creux peu profond, et à l'intérieur, une boîte en fer blanc enveloppée d'un foulard bleu délavé. À l'intérieur, une chotinode registre, un médaillon et un épais papier à lettres pliées, gravé du monogramme d'Eleanor Ashcombe. Miss Marple déplia le papier et le lut à voix haute, tandis que le feu crépitait doucement dans la cheminée. Si on découvre cela, cela signifie que je n'ai pas réussi à l'arrêter. Elle a toujours dit qu'elle reprendrait tout, ma maison, mon nom, même l'enfant. Je l'ai laissée entrer parce que j'avais pitié d'elle. Mais Margaret nous a tous menti. Ce n'est pas une servante. Ce n'est même pas Margaret. Ellison, c'est la sœur d'Anna. Vane se renversa lourdement en arrière. C'est impossible. Mais le regard de Miss Marple était dur. C'est la seule chose qui ait du sens. Elle ne se cache pas pour protéger Christine. Elle se cache pour finir ce qu'elle a commencé. Vane se leva et fit les 100 pas. Tu parles des meurtres, à Atherton, Hugo Lawrence. Elle les a tués tous les deux, dit Miss Marple d'une voix douce. Margaret, si c'est bien son vrai nom, a dû taire l'histoire des origines de Christine. Miss Atherton s'en approchait trop. Elle a retrouvé le testament original, et plus encore, elle avait découvert une correspondance entre Eleanor et Vienne. Elle avait commencé à reconstituer la véritable identité de Christine. Hugo avait connu la famille Capel en Autriche. Il avait reconnu Christine. Mais Margaret les a rejoints tous les deux avant qu'ils puissent en parler à l'inspecteur. « Alors pourquoi épargner Christine ?» demanda Vane. L'expression de Miss Marple était grave. Parce que Christine était faite pour être façonnée, modelée, rendue utile. Mais quand elle a commencé à poser des questions, quand elle est partie à la recherche de la robe, de l'ourlet, du journal, il est devenu évident qu'elle ne resterait pas silencieuse non plus. À ce moment-là, on frappa à la porte de la bibliothèque. Gilles se tenait là, échevelé, les yeux écarquillés. « Elle est là », murmura-t-il. « Christine, elle est revenue. » Ils la trouvèrent dans le salon des Rosie, trempée jusqu'aux os, les mains rouges et écorchées, le manteau déchiré. Elle avait escaladé le mur du fond, échappant à la surveillance postée. On aurait dit qu'elle avait couru des kilomètres. « Elle m'a dit de venir », dit Christine. Elle a laissé un mot dans le clocher. Elle disait que je trouverais la vérité là où ma mère est morte. Vane fronça les sourcils. « Anna est morte à Vienne. » Christine secoua la tête. « Non, pas à Vienne, à Greystone. » Miss Marple s'avança. « Où exactement? Vous a-t-elle dit d'aller ?» Christine leva les yeux. « La serre, la fontaine. » Ils y arrivèrent à la lueur d'une lanterne. Le plafond de verre claquait sous la pluie. La fontaine en question, un bassin de pierre en ruine, n'avait pas coulé depuis des années. Le lierre avait étranglé le chérubin au centre et des feuilles mortes tourbillonnaient dans son bol sec. Miss Marple se pencha et passa la main sur le bord. Là, à peine visible à travers la mousse, il y avait une égratignure. Non, plusieurs égratignures. Elle serra la lanterne contre elle. Un nom. Anaka. Et en dessous, pardonne-moi. Christine retint son souffle. Elle est morte ici. Vane regarda autour de lui. Où est le corps? Miss Marple ne répondit pas. Elle recula et regarda à nouveau la fontaine. Sa base, le sol fissuré en dessous. Cette partie du carrelage est incorrecte, dit-elle. Le coulis est plus récent. Avec l'aide des gendarmes, ils soulevèrent la pierre, brique après brique. Sous les tuiles, sous des couches de racines et de terre humide, se trouvait une tombe peu profonde. Os, enveloppé dans un châle fleuri, et serré dans une main, une page arrachée d'une lettre.
Miss Marple ouvrit délicatement le papier froissé. Une partie avait été rongée par l'humidité, mais les mots étaient encore visibles. « Margaret, ça doit cesser. Tu n'es pas ma sœur. Tu ne l'as jamais été. Je sais ce que tu as fait à Père. Je sais que tu as falsifié les lettres destinées à Eleanor. Je ne te laisserai pas voler Christine. Aussi, la signature était effacée, mais reconnaissable. Anna Capel. Vane fixa les restes. Elle l'a tué. Juste ici. Miss Marple hocha la tête. Et l'enterra sous le jardin où Eleanor venait chaque jour. Là où Christine jouerait un jour. Pourquoi prendre son nom? Murmura Vane. Parce que Margaret n'a jamais été une servante. C'était une arnaqueuse, une manipulatrice. Elle s'est infiltrée dans la maisonnée par la sympathie. Elle prétendait être la sœur d'Anna, mais elle n'avait aucun lien de parenté avec elle. Elle savait que le nom Capel avait du pouvoir. Elle s'en est servie pour pénétrer dans Greystone et a tué la seule personne qui connaissait la vérité. Et maintenant, elle essaie d'effacer Christine, murmura Vane. Elle l'a déjà fait, répondit Miss Marple. Elle n'y est simplement pas encore parvenue. Juste à ce moment-là, un bruit sourd résonna dans le couloir. Ils se sont précipités à l'intérieur. Dans le salon, une des fenêtres était brisée. Une lanterne était renversée sur le tapis, son huile se répandant rapidement sur le plancher. Christine a crié. Et dans l'ombre du couloir, une silhouette bougea. Petite, voûtée, tenant quelque chose de brillant dans sa main. C'était une paire de ciseaux. Miss Marple s'avança. « Margaret, dit-elle, c'est fini. » La femme se retourna, les yeux fous, de la pluie dans ses cheveux, de la boue sur ses chaussures. « Je l'ai fait pour elle, dit-elle. Je l'ai sauvée. Je l'ai élevée. Tu crois qu'Eleanor l'aimait? Elle avait pitié d'elle. Je l'ai rendue forte. » « Vous avez tué sa mère, dit Miss Marple. Elle allait tout gâcher. Elle voulait tout dire à Christine, mais elle était faible. Je ne suis pas faible. J'ai fait ce qu'il fallait. » « Mais tu as fait une erreur, murmura Miss Marple. Margaret cligna des yeux. « Tu as écrit ton nom, dit-elle. Tu l'as écrit derrière l'horloge. Pas celui d'Anna, le tien. Le dernier mot qu'elle aima ayant. Laissé avant que tu la réduises au silence. » La bouche de Margaret tremblait. Elle fit un pas en avant. Et Vane leva son revolver. « Ne le fais pas, dit-il. » Elle s'est figée. La pluie dehors s'est calmée. Ils l'ont emmenée sans difficulté. Plus tard, alors que l'aube se levait sur Greystone, Miss Marple était assise avec Christine dans le salon des roses. La fille était silencieuse. Finalement, elle a parlé. « Je ne sais même pas qui je suis. » Miss Marple lui prit doucement la main. « Tu es celui qui a survécu, celui qu'ils n'ont pas pu réécrire. » Christine tourna la tête. « J'ai encore peur. »« Anna aussi, » dit doucement Miss Marple. « Mais elle a quand même écrit son nom. » Et c'est ainsi que la vérité est revenue à Greystone, non pas par une confession, mais par un nom, gratté par la peur, préservé dans le silence, et enfin parlé à voix haute.